Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et nous sommes ravis d'être en votre compagnie. Et oui, ça y est, nous sommes à une semaine de la date fatidique où il va mettre lui aussi ses pneus neige, où il va pouvoir peut-être placer un petit dégivron sur son pare-brise de traîneau de Rennes et où Monsieur Père Noël va descendre dans nos cheminées. Mais c'est un autre Père Noël que j'accueille aujourd'hui sans sa barbe. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence. Ça va. Et puis bonjour à tous les auditeurs en espérant qu'ils soient un peu moins enrhumés que vous parce qu'ils vont avoir du mal à nous entendre. Grosse crève, hein. Ouais. Une bonne. Alors, ce n'est pas la Covid, hein, j'ai été testé hier, mais alors c'est une dramatique. Enfin non, pas dramatique. Oui, c'est un gros rhume. C'est un gros rhume voilà. qui vous prend bien la tête là, qui vous prend bien le nez là, qui vous prend bien partout. Alors au programme en tout cas, ça m'empêche pas d'être avec vous, de bonne humeur. On va parler évidemment de vous au 0826 300 300. Vous savez que cette émission est la vôtre. N'hésitez pas, vous nous appelez dès maintenant si vous avez une question à poser, quelque chose à échanger avec l'ami Jean-Luc. 0826 300 300. C'est la super Aude qui vous attend au standard. Mais ce n'est pas tout. Oui, c'est les 100 ans du permis de conduire. Ah oui, déjà ? Ouais, les 100 ans du permis de conduire au mois de décembre. Ouais. Vous vous rendez compte? Et en plus, avant, ça s'appelait comment déjà? Capacité, c'était le certificat de capacité, quelque chose comme ça. Et en plus, le permis de conduire au départ, il n'y avait pas l'épreuve du code de la route. Hein. On a rajouté l'épreuve du code de la route en 1900. Attendez, je vais essayer de retrouver sur mon petit papier. 1957. C'est-à-dire, au départ, les gens n'étaient pas obligés de connaître les panneaux. Bon, c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Moi qui circule beaucoup en deux roues, je me rends compte qu'il y en a plein qui ne savent pas ce que veulent dire les panneaux. Hein. C'est vrai, c'est dingue quand même ça d'ailleurs. Il va falloir quand même faire attention les uns les autres. Il va falloir peut-être qu'on se remette un peu en question là-dessus. Ouais, donc une enquête Les Furets Ornicar pour savoir quel était le profil aujourd'hui des jeunes conducteurs et combien coûtait le permis de conduire. Vous allez voir, ça fait froid dans le dos tellement c'est cher. D'accord. On va parler aussi d'un nouveau décret qui devrait booster le marché de la pièce de réemploi. La pièce de réemploi, vous savez, quand vous faites aujourd'hui réparer votre véhicule, vous pouvez demander au réparateur de vous faire 2 devis, un avec des pièces neuves, un avec de la pièce de réemploi. Et avec de la pièce de réemploi, c'est beaucoup moins cher. Ah ouais. Alors on verra ce que ce nouveau décret va permettre. Est-ce que ça va libérer un peu? Parce que je crois que c'est 3,2% simplement des réparations qui sont faites avec des pièces de réemploi. Donc il faudrait booster un petit peu ce marché. Et puis nous allons aussi faire de la place à quelqu'un que l'on aime beaucoup sur Sud Radio et particulièrement Jean-Luc M de Paris. J'adore cet humour, moi je suis très fan. Non, c'est Dominique Serra, la créatrice de l'Aïcha des Gazelles qui sera avec nous parce qu'on va parler de livres de Noël. Le rallye des gazelles qui s'appelait autrefois le trophée des gazelles que j'ai moi-même fait. Alors je l'ai pas fait avec une perruque, etc. Non, je l'ai suivi en tant que journaliste. Et puis on aura des livres pour aider cadeaux de Noël avec le livre qu'elle sort et puis un autre livre également sur la Formule 1 et là aussi on a un beau rendez-vous avec vous. L'essai de la semaine c'est la MG4. Oh mince! Ah mais oui, c'est vrai. L'essai de la semaine, c'est la MG4, une concurrente de la Renault Mégane E-Tech, donc une voiture 100% électrique chinoise. Alors on va dire encore une chinoise, mais malheureusement ils sont beaucoup plus. Petit clin d'œil à un de mes amis qui m'a dit. Beaucoup plus productifs que nous. Et j'ai un de mes super amis qui m'a dit, je suis sûr que samedi Jean-Luc va nous parler encore d'une voiture chinoise et électrique. Et la semaine prochaine, je vous parlerai d'une voiture allemande et diesel. Ah voilà, alors. Oui, alléluia. Bon allez, vous l'avez compris, même avec un gros rhume. On est avec vous. Vous n'hésitez pas, il y a d'autres rendez-vous qu'on ne vous a pas encore cités. Vous nous rejoignez au 0826 300 300 tout de suite pour poser vos questions dans cette émission. Ou alors vous nous écrivez un mail à jeparticipe@sudradio.fr et vous mettez bien On parle auto. Sur Sud Radio, évidemment, on vous rappellera. Et puis bonjour à tous ceux déjà qui sont avec nous sur la page Facebook de Sud Radio. Vous êtes déjà nombreux. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Autosécurité, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 900 centres sur autosécurité.com. Permis de conduire, assurance auto, quel budget pour les jeunes conducteurs? On va accueillir Cédric Ménager qui est le créateur, le CEO de Les Furets. Bonjour lesfurets.com évidemment. Bonjour Cédric. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci en 2 mots, les furets, vite fait. Un petit animal. Oui, c'est un animal et c'était aussi le comparateur leader dans les dépenses contraintes, c'est-à-dire toutes les dépenses un peu obligatoires du foyer comme l'assurance, l'énergie ou voilà.
D'accord. Vous êtes associé à Ornicar, qui est le leader de l'accès à la mobilité pour les jeunes, afin de faire une petite enquête à l'occasion des 100 ans du permis de conduire. Alors on lui a pas souhaité en plus, hein. Il ne les fait pas, hein, je trouve, ces 100 ans. C'est vraiment au mois de décembre, c'est ça ? Oui, en tout cas, c'est vraiment cette année, et c'est vrai que c'est quand même un événement parce que c'est l'examen aujourd'hui le plus passé dans le monde, hein, le plus commun, on va dire. Et en France, il y a quand même plus d'1 million de personnes qui le passent chaque année. Ah oui, et je disais tout à l'heure, le code n'est obligatoire que depuis 1957. C'est-à-dire avant, on prenait la route sans forcément connaître les panneaux. Alors, on se rend compte dans votre étude que les Français passent leur permis de conduire de plus en plus tard. Pourquoi ? C'est marrant ça d'ailleurs, ouais. Alors, l'étude ne dit pas le pourquoi, mais c'est vrai qu'on constate que en 1980, il y avait plus de 90% des jeunes de moins de 25 ans qui avaient le permis, qui avaient passé leur permis. Aujourd'hui, on est à 80%. Donc, c'est vraiment une baisse assez significative. Et quand on regarde dans le détail, l'âge médian est aujourd'hui à 22 ans. Donc, ça veut dire que les jeunes ne se précipitent pas à 18 ans pour passer leur permis. Et même si on regarde sur Paris, qui est un cas un peu spécifique, c'est 26 ans. 26 ans, ouais. Alors, j'ai une petite explication. Dans les années 80, il n'y avait pas autant de transports en commun qu'il y a maintenant sur les grandes métropoles. Et la voiture était indispensable pour quoi que vous fassiez dès 18 ans. Et puis non, moi, dès 18 ans. Même sans voiture indispensable, dès qu'on avait 18 ans, on se précipitait pour passer le permis de conduire. C'était. Moi qui habitais en région, c'était indispensable. On y pensait même avant. La durée de formation aujourd'hui, c'est combien ? C'est cher aujourd'hui. On va y venir après. Ah ouais. Ouais, c'est 29 heures de conduite en moyenne pour obtenir son permis aujourd'hui. Après, ça va durer. Évidemment, les leçons s'étalent dans la durée. Et notre partenaire Ornicar a vu dans ses statistiques, j'ai vu 30 jours pour le plus rapide. Et alors, attendez, donnez pas le chiffre, on va demander à Laurence. Et celui qui a mis le plus de temps pour passer son permis de conduire, combien de jours d'après vous, Laurence ? Il l'a eu quand même à la fin ? Ouais. L'histoire ne dit pas au bout de combien de fois. Quelques années, puisque vous me posez la question, ça doit être énorme. Je vais laisser Cédric répondre. Cédric ? C'est en effet quelques années, c'est 2340 jours. Donc, il n'était pas très doué. C'est un délai assez important. Ça fait presque 7 ans, ça ? Exactement. Wow. En plus, ça fait du calcul mental, même avec une grosse crève, dites donc. Les neurones ne sont pas pris, ça va. Ça s'est un petit peu amélioré. On en a parlé il y a pas longtemps, justement, avec Ornicar, avec Rendez-vous Permis, maintenant la plateforme qui permet de s'inscrire en ligne pour passer son code. Ça s'est un petit peu amélioré, les délais, déjà. Oui, notamment avec des acteurs comme Ornicar. Il y a aussi des mesures qui ont été prises pour faciliter les prises de rendez-vous pour l'examen. Donc oui, alors qu'il y avait une tendance à ce que ça s'empire depuis 2021, ça s'améliore nettement. Ouais. J'ai noté aussi que autant moi, quand je passais mon permis à l'école, à l'époque, c'était où on choisissait la 2 chevaux ou on prenait la 4L. C'était l'une ou l'autre. Moi, c'était la 2 chevaux. Voilà. Aujourd'hui, c'est Peugeot 206, Renault Clio 3 et Renault Clio qui représentent le gros des voitures pour les jeunes permis, et c'est 98% des voitures d'occasion. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est les 2% qui ont des voitures neuves. Est-ce que c'est papa qui leur achète une Porsche 911 ? Enfin, bref, on rentrera pas dans le détail. Une voiture neuve, c'est peut-être pas une Porsche 911 non plus. J'en sais rien. Qui t'a acheté une voiture neuve ? Tu sais, maintenant, il y a les petites amies Citroën, elles sont neuves. Non, mais ça, il n'y a pas besoin de permis. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas besoin de permis. Alors, en revanche, ce qui a beaucoup changé depuis l'époque où je l'ai passé moi, c'est le tarif. Aujourd'hui, c'est monstrueux. Monstrueux. On disait, tiens, Cédric, excusez-moi, je vous coupe vite fait. Bastien, qui a passé notre réalisateur, qui a passé son permis de conduire à Paris, me disait pratiquement 2000 €, quoi. Ouais. 2000 €, c'est plus qu'un salaire. Le prix moyen, c'est combien ? Alors, le prix moyen, c'est 1150 €. Donc, c'est en effet très élevé. Alors, c'est pas les 2000 € que vous mentionnez, mais c'est vrai que c'est un prix moyen. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui vont avoir un budget inférieur. Par exemple, justement, chez Ornicar, vous pouvez avoir un permis à partir de 729 €, donc c'est bien inférieur, mais évidemment il y a des gens qui vont aller bien au-delà, et notamment à Paris souvent. Bastien, lui, il l'a passé chez ECF, me dit-il. Alors en plus il y a le coût du permis, mais derrière il y a le coût de l'assurance une fois qu'on a la voiture. Et là c'est pareil, c'est prohibitif, c'est parfois plus cher que le prix de la voiture même. C'est déjà plus cher, quasiment aussi cher que le permis, puisque en moyenne pour un jeune conducteur, la prime d'assurance est de 1130 € par an, ce qui se compare à 851 € pour un
pour un assuré, on va dire toute génération comprise. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que c'est un montant qui va en général être associé à une voiture d'occasion, donc et qui est plutôt, comme vous l'avez dit, un prix qui est bas, oui. Voilà, qui est bas. Comme l'assurance dépend beaucoup du prix de la voiture, donc ça veut dire que voilà, malgré le fait que ce soit des voitures d'occasion, donc a priori moins cher à assurer, le montant de l'assurance pour les jeunes conducteurs est tout à fait prohibitif. Cédric, juste une chose pour le prix des assurances des enfants. On est avec Cédric Ménager, des Furets.com. Vous, parents, dès que vous avez fait passer le permis à vos enfants en conduite accompagnée, n'hésitez pas à les mettre, même si ça vous coûte un tout petit peu plus cher, en second conducteur sur vos voitures, nominativement, parce qu'ils vont gagner énormément en bonus quand ils vont avoir leur propre voiture. Ils éviteront de payer surtout une surprime. Mais c'est ça, et c'est du pas coup, du faut bonus, le faire. pas encore. Oui, mais enfin, ça peut pas. Ça, voilà, moi, je l'ai fait avec mon fils, et là, il vient de prendre sa voiture cette année pour la première fois à son nom. Il a gagné 8 ans, du coup, entre guillemets, non pas en bonus, mais il n'est pas en malus, quoi. Oui, parce que Cédric, en fait, si c'est cher, l'assurance, c'est que on considère, alors je voyais dans votre sondage, 46% des jeunes conducteurs sont considérés comme des mauvais conducteurs, et cette proportion, elle grimpe même à 75% chez les hommes, parce que les filles mettent plus longtemps à passer leur permis, mais elles sont meilleures conductrices. Elles ont moins d'accidents, en tout cas. Et c'est ça qui explique, on est d'accord, c'est ça qui explique le surcoût de l'assurance. Oui, c'est on va dire la sinistralité plus importante chez les jeunes évidemment que chez un conducteur mature, et c'est ça qui explique en effet que les assureurs augmentent les primes pour se couvrir contre le risque d'accident qui est plus élevé en effet chez les jeunes, et voilà pour tous les machistes en effet beaucoup plus important chez les jeunes hommes que chez les jeunes femmes. D'accord. Bon, si on vient d'avoir son permis, donc on a tout intérêt à aller sur les Furets puis à comparer les assurances. C'est ce que font beaucoup les jeunes aujourd'hui. C'est un réflexe. Pas que les jeunes. Oui, pas que les jeunes, mais plus les jeunes en fait. Moi, je l'ai fait aussi. Là, j'ai dû changer d'assurance dernièrement. J'avoue que je l'ai fait, Cédric. Et on a d'ailleurs un petit mot de Stéphane, le 3e co-animateur de l'émission, sur la page Facebook de Sud Radio, qui nous disait qu'il remerciait l'équipe des Furets de leur réactivité quand il a eu besoin de vous. Ça a été très 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 réactif. Tout le monde a réagi. Vous avez été rappelé dans les 5 minutes. Enfin, il était assez content. Voilà. Bon, tant mieux. On essaye de bien aider les gens, et c'est vrai que pour les jeunes, nous, c'est 27% des personnes qui cherchent un tarif d'assurance auto sur notre site sont des jeunes conducteurs. Donc ça veut dire qu'ils ont vraiment ce besoin de faire des économies, et ils ont également, peut-être plus que les conducteurs plus matures, une propension à comparer et à faire jouer la concurrence. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cédric. Merci à vous. Bon week-end et bonne fête de fin d'année à vous de la part de toute l'équipe de Sud Radio. Une pause et puis on vous rencontre avec votre première question au 0826 300 300. N'hésitez pas, c'est votre émission. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et je vous rappelle que vous êtes attendus au 0826 300 300 pour poser toutes vos questions à l'ami Jean-Luc. Vous pouvez nous envoyer un mail à jeparticipe@sudradio.fr en mettant on parle auto dans l'objet de votre mail et vos coordonnées complètes. Et on va tout de suite d'ailleurs, puisque c'est le moment de vous. C'est bien, c'est français, ça. C'est votre moment de vous. Le moment de vous. C'est le moment de vous. Bonjour vous, Guy. Bonjour Guy. Bonjour. Excusez-moi, j'ai les neurones un peu dans le rhume. Comment allez-vous? On va la faire piquer, vous inquiétez pas. Très bien, oui, mais alors au rhum ou alors au vin. Vous êtes où, Guy? J'habite dans les Yvelines, à Saint-Germain-en-Laye. D'accord, on écoute Sud Radio sur le 99.9. On vous Exactement. écoute. Écoutez, voilà, je vous remercie de prendre ma question. Je possède une BMW, une 220i série 2 de 10 chevaux depuis 4 ans, et ma femme et moi, on est co-titulaires donc sur la carte grise de cette voiture. Nous sommes mariés en séparation de biens. Je voulais savoir au cas du décès de l'un ou de l'autre, est-ce que la carte grise doit être changée? Oui, la carte grise doit être changée, mais vous savez que la carte grise, en fait, c'est pas un titre de propriété. La vraie propriété, c'est la facture. La facture a été établie à vos deux noms ou Non, la facture a été établie au nom de ma femme. D'accord. Alors si vous Oui. décédez avant elle va être relativement tranquille, mais il faudra qu'elle fasse changer quand même la carte grise pour la remettre à son seul nom. Si c'est vous qui décédez, si c'est elle qui décède avant vous, c'est gay là l'émission. ça va être moins pratique parce que là, il faudra une attestation du notaire en charge de la liquidation de la succession qui dit que voilà, vous êtes bien l'héritier de la voiture. Alors, vous avez des enfants, j'imagine.
Oui, j'ai une fille, oui. Voilà, bon, il faudra qu'elle renonce à la succession sur la voiture pour que vous puissiez récupérer la voiture et donc faire changer la carte grise à votre nom. Et d'ailleurs, c'est important la question, parce que moi j'ai des amis, c'est un vrai bazar en ce moment. Tous les enfants qui se battent pour la succession, la voiture est en train de pourrir, personne ne peut la conduire. Ouais, moi quand j'avais le Covid, c'est marrant, j'ai plein d'amis qui m'ont appelé en disant pense à faire un testament pour nous léguer tes voitures. Pour nous léguer tes voitures. Mais en fait, l'idée c'est qu'effectivement, la fille en l'occurrence peut avoir la part de la maman. Oui, parce que en fait, si vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens, normalement c'est votre fille qui hérite du véhicule. La part de sa maman, voilà. Quoi. Ouais. Bah oui, du coup, oui. Ouais. Donc il faudra à ce moment-là qu'elle renonce. Donc une lettre de renonciation à la succession sur le véhicule, et puis une attestation du notaire, et puis après tous les autres papiers nécessaires pour faire un changement de carte grise. Rassurez-vous, vous ne repayez pas la carte grise intégralement, ça coûte, je crois que c'est 13 € et des bricoles. Il y a une taxe de 11 €, ça c'est la redevance fixe, et puis vous avez le prix de la lettre. Donc ça a dû augmenter, je ne sais pas combien ça coûtait. Et ça se fait sur Internet maintenant, et ça se fait très bien sur Internet. Le site de la NTS, à qui on a reproché beaucoup de choses au départ, c'est vrai qu'il y avait plein de bugs. Maintenant, ça passe beaucoup mieux. Moi, à chaque fois que j'en ai eu besoin, ça a plutôt bien. J'étais étonné que ça marche si bien d'ailleurs. Voilà. Ça va assez vite, c'est vrai. Oui, ça va vite. Mais la carte grise coûte quand même 500 € pour la BMW. Ah bah oui, ça vous êtes... Ah bah ça, mais vous avez laquelle aussi? Ouais. Non mais combien de chevaux fiscaux? C'est ça. 10 chevaux. 10 chevaux, bah voilà. On est en moyenne, de toute façon en France, on est en moyenne autour de 55 € du cheval fiscal. Ah bah oui, je vous parle pas d'une vieille Mercedes de 99 qui fait 12 chevaux avec une boîte auto. Bonjour, c'est aussi dans les 700 € la carte grise. Ouais. Après, si vous avez des véhicules vraiment anciens, vous avez un abattement de 50% sur le prix de la carte grise. Mais bon. Et puis les véhicules qui sont hybrides ou GPL, là vous avez ou même avec un boîtier éthanol, les véhicules éthanol, vous avez, en tout cas pour la région parisienne, bon c'est le cas dans pratiquement toutes les régions, vous ne payez pas la carte grise, ça c'est encore plus sympa. Ça c'est encore plus sympa, c'est vrai. D'ailleurs Guy, merci beaucoup de votre question, parce que je me dis qu'on pourrait faire un jour une émission, tout du moins un rendez-vous avec un notaire, pour parler de toutes les successions des voitures, ou si on peut donner à nos enfants les voitures en fonction de la voiture. Ah oui, est-ce qu'on peut donner une partie de la voiture, puisqu'on a droit à des donations de 100 000 €? C'est ça. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Ça m'arrive, on se fera ça. Ouais. On va se faire un truc avec un notaire. Guy, on vous embrasse. Oui, je voulais dire juste que vous avez raison, parce qu'on ne peut pas utiliser la voiture d'une personne décédée, c'est interdit. Ah non, vous n'avez pas le droit de circuler avec la carte grise au nom de la personne qui est décédée, ça c'est clair. Voilà. Ah bon? Okay. Non, vous n'avez pas le droit. Ouais, donc effectivement, il y a beaucoup de choses à savoir. Voilà. Voyez. Eh ben merci de la question, Guy, et on va la creuser avec un vrai spécialiste. Merci Laurence d'avoir pensé à plus. On vous embrasse, Guy. Passez un très bon week-end. Bonne journée. Et un très très bel été. Un bisou également à tous ceux qui sont avec nous sur la page Facebook de Sud Radio. On a Alphonse qui est avec nous, Seb également. Bonjour tous les dieux. Tous les dieux. Oh, tous les joli. dieux, ouais, c'est bien. C'est pas mal ça. C'est sur Sud Radio qu'on trouve les dieux. Pour entretien au risque plus garantie, doit-on faire obligatoirement en concession ou juste faire le contrôle de la batterie jusqu'à 10 ans du véhicule? On a plein de questions. Donc vous faites comme notre ami Guy, appelez directement au 0826 300 300 et puis on vous mettra en direct dans l'émission où on répondra la semaine prochaine par exemple. N'hésitez pas. Allez, on continue. Dans quelques instants, ça va être l'essai de la semaine. La MG4. Sud Radio, on parle auto. Et on prend le volant. Et vous l'avez compris, en tout cas cette semaine, juste avant Noël et depuis déjà plusieurs journées maintenant, Sud Radio vous gâte et joue les Pères Noël. Donc restez bien à l'écoute de Sud Radio et de On parle auto. Mon petit lutin de doigt me dit qu'avant 13h, il y aura un gros cadeau sorti du pied du sapin de Noël. Et ce gros cadeau ne s'appelle pas Jean-Luc Moreau. Mais peut-être la voiture. C'est pas un cadeau, ça, c'est vrai. Oh si. Oui. Ah si. C'est une voiture à gagner alors? Non, je pense que vous êtes quand même assez un cadeau, monsieur l'ami Jean-Luc. Allez, l'essai de la semaine, ça peut être un cadeau, tiens. La MG4. MG, c'est la marque chinoise la plus présente en Europe. Bon, MG, c'est Maurice Garage, mais ça a été racheté par les Chinois. Voilà, c'était anglais au départ. Alors après, il y a eu des SUV, il y a eu un break, et cette fois, c'est une berline 100% électrique qui débarque. La MG4, c'est une concurrente de la Mégane E-Tech. Comme ça, vous voyez à peu près où elle se situe. 4,29 m de long.
un look qui peut pas laisser indifférent, avec des lignes tendues, en particulier avec la finition Luxury que j'ai essayé, qui possède un aileron à l'arrière. Bon, il paraît que ça améliore pas l'aérodynamique, donc je vois pas bien à quoi ça sert. Alors, c'est plutôt joli avec des phares full LED, des jantes pas trop exubérantes en 17 pouces, on verra que ça compte. Un coffre moyen pour le segment, 363 litres. En revanche, à l'arrière, on a un espace qui est plutôt généreux. Et en revanche, même si les Chinois savent faire des automobiles de grande qualité, il n'y a pas de miracle. Si on veut tirer les prix, il faut faire des économies quelque part. Et il y a beaucoup de plastique rigide à l'intérieur, c'est dommage, la qualité perçue est donc un cran en dessous de la Renault Mégane que je citais tout à l'heure. Très en dessous également pour l'interface homme-machine. La Mégane est pour moi la référence à l'heure actuelle. Face au conducteur, vous avez un petit écran pour les compteurs dans le style Volkswagen ID3. Et puis l'écran d'infodivertissement au-dessus du tableau de bord fait un peu cheap. Surtout les touches en dessous, ça fait, vous savez, jeux vidéo des années 80, c'est pas terrible. Ce qui est plus gênant, c'est que son fonctionnement n'est pas très intuitif. En plus, les traductions sont pas toujours pertinentes, donc parfois on cherche. Heureusement, il y a des boutons de raccourci. Celui sur la droite du volant. Alors je dis gauche dans la vidéo, parce que vous pouvez voir la vidéo complète sur la page YouTube sur la chaîne YouTube de Sud Radio, vous verrez l'essai complet. Je dis bouton de gauche alors que c'est le bouton de droite, vous m'excusez. Voilà, alors le bouton à droite, ça permet de paramétrer des raccourcis. Là, on peut régler la climatisation à partir de ce bouton, sinon il faut passer par le menu de l'écran central, c'est un peu compliqué. Bon, les sièges sont à réglage électrique, ils maintiennent bien, ils sont confortables. Sous le capot, je l'ai quand même soulevé. Sous le capot, il n'y a rien. Ah bah oui, c'est une électrique. Il n'y a rien, du moins il n'y a pas de moteur, parce qu'il est à l'arrière. C'est une plateforme totalement dédiée à la traction électrique, qui permettra d'ailleurs d'accueillir 2 moteurs, un à l'avant, un à l'arrière, ce qui nous laisse présager une version transmission intégrale qui devrait arriver dans pas trop longtemps. Bon, ici il y a déjà quand même 204 chevaux, c'est un moteur, alors je vais être un petit peu technique, c'est un moteur synchrone à aimant permanent. Pourquoi je dis ça? Parce que sur la précédente MG qu'on avait essayé, c'était un moteur synchrone bobiné, ce qui évite de mettre des terres rares. Vous savez que les terres rares posent un problème. C'est surtout les Chinois qui les produisent d'ailleurs, et de façon peu écologique. Bon là, ils sont chinois, ils se sont dit tiens, allez, on va mettre un moteur à aimant permanent, ce qui permet d'avoir des accélérations un peu plus franches. La batterie est assez grosse, 61,4 kWh. C'est une chimie nickel manganèse cobalt, vous verrez les détails dans la vidéo plus longue. Alors au volant, déjà, première constatation, la voiture braque extrêmement bien, c'est une propulsion, donc ils ont fait en fait un rayon de braquage qui est important. Propulsion, c'est 10 mètres... ceux qui arrivent à l'écoute de Sud Radio et qui... c'est les roues arrière qui sont motrices, le moteur est à l'arrière, donc il vous pousse la voiture. 10 mètres 40 entre murs, on a un petit volant qui est d'ailleurs très agréable, la direction est légère, on peut régler, on peut paramétrer d'ailleurs la dureté de la direction. Bon, elle remonte pas beaucoup d'informations de la route, mais je dirais qu'à la limite, à part pour les pilote, c'est pas très gênant. Bon, l'impression générale, c'est celle de confort. La voiture, elle est silencieuse et surtout, le compromis confort tenue de route est réellement excellent. J'avais été bluffé par la Mégane E-Tech, qui pour moi est la référence en matière de tenue de route. On n'en est pas très loin, figurez-vous. Le plus surprenant d'ailleurs quand on accélère le rythme, c'est que la voiture fait preuve d'une neutralité remarquable. Si on y ajoute un moteur tonique, on a 204 chevaux et 250 Nm de couple disponibles instantanément, on a un vrai plaisir de conduite. On prend vraiment du plaisir au volant. Alors nettement moins bon, le système de pilotage automatique. Pourtant la voiture que j'ai prise venait d'avoir une mise à jour la veille sur les aides à la conduite, mais malgré ça, alors il y a d'une part un fonctionnement trop heurté, et puis c'est juste limite dangereuse. J'étais sur l'autoroute, sur la file du milieu, et je n'ai rien demandé à personne. La voiture a changé de file et s'est mise à gauche. Voilà, sans que je lui demande rien. C'est pas possible. Donc ça. je l'ai même filmé, donc vous le verrez dans le film. Bon, franchement, je vous le dis, les aides à la conduite, à part une ou deux marques qui arrivent à s'en tirer, le reste, c'est plus... Vaut mieux les enlever du coup. C'est plus dangereux qu'autre chose. Voilà. Alors, côté consommation, à 130 km/h sur l'autoroute, j'ai fait 24,5 kWh au 100 km de conso moyenne. C'est bien. C'est bien. En conso moyenne, tout compris avec la ville, la route, je suis à 18,9 kWh au 100. Vous allez me dire,
Ben, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, vous aurez remarqué qu'il fait un peu froid. Surtout du côté de Strasbourg. Voilà. Moins donc, quand on met du chauffage dans une voiture électrique, ben, on pompe sur l'autonomie, même s'il y a une pompe à chaleur sur la voiture. Donc, l'autonomie de mon essai, c'est 330 km, mais si vous le faites l'été, vous ferez 400 km. Vous voyez, il y a quand même une différence assez notable. Bon, la MG4 prend en revanche l'avantage, je vous disais tout à l'heure, c'est un cran en dessous de la Renault Mégane, mais elle prend l'avantage sur 2 points. D'abord, la charge. D'origine, elle peut charger 11 kW sur une prise renforcée en courant alternatif et jusqu'à 144 kW sur une borne rapide. C'est plus rapide que la Mégane et surtout, là où elle prend vraiment l'avantage, c'est que dans la finition haute luxury de ma voiture, on est à 34 990 €. Donc si vous enlevez 6 000 € de bonus écologique, on est sous la barre des 30 000 €. On est au prix d'un véhicule thermique. On est même moins cher qu'un véhicule thermique équivalent, parce que je vous rappelle qu'on a 204 chevaux. Donc si vous voulez une berline avec 204 chevaux, ça va vous coûter plus cher. Donc la voiture électrique au prix de la voiture essence, les Chinois l'ont fait malheureusement. Voilà. Donc, mais vous enlevez les aides à la conduite. Hein, exactement. Alors comme je disais, comme la voiture, vous le verrez dans les images, elle est orange. Je disais orange au désespoir à la fin de la vidéo. Mais en tout cas, voilà, et vous avez pu suivre, vous qui nous suivez aussi sur la page Facebook de Sud Radio, quelques extraits de cet essai complet. Merci Bastien d'avoir diffusé les images sur Sud Radio pour la page Facebook Sud Radio bien sûr. Et l'essai complet, quant à lui, vous attend sur la page YouTube de Sud Radio. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et ça nous fait plaisir. La famille s'agrandit. La veille de Noël, on adore. Allez, dans quelques instants, on va parler d'autres voitures, celles qui font vroom vroom et qui nous ont fait rêver. Qui font encore vroom vroom. Est-ce que ça va durer la Formule 1 La semaine prochaine, c'est un essai diesel que vous nous proposez, une vraie thermique. Mais elle fait pas vroom vroom, elle est même plus silencieuse que la MG4 électrique. Ouais, mais là on va parler de Ferrari. C'est une voiture avec une étoile sur le capot, mais je vous dis pas la marque. Allez, on va parler de Ferrari avec un livre pour Noël. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au super-éthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Rendez-vous sur biomotors.fr. Et notre livre pour Noël, eh bien, c'est avec Laurent-Frédéric Bollé. Bonjour Laurent-Frédéric. Bonjour Laurent-Frédéric. Bonjour. J'adore cette voix. Édition anniversaire 70 ans Formule 1, parce que la Formule 1, il y a 70 ans que ça existe. Alors c'est édition anniversaire également avec Glénat. Oui, c'est ça. 13 mai 1950. Mesdames et messieurs, le premier Grand Prix de l'histoire à Silverstone en Angleterre. Et sachez déjà, là j'en profite pour remettre un petit peu ma culture sportive en avant, mais que ce jour-là, c'est non seulement le Grand Prix de Grande-Bretagne, mais c'est aussi le Grand Prix d'Europe. Donc déjà en 1950, le premier Grand Prix d'histoire s'appelait aussi un Grand Prix d'Europe. Étonnant, hein? Alors vous êtes le préfacier d'un livre qui s'appelle Formule 1, évidemment, anniversaire. Ça c'est important. La Formule 1, c'est la 2e édition. On va rendre évidemment, bien sûr, à César ses lauriers. Un livre qui a été entre autres écrit par Peter Engard, qui est un historien et un collectionneur et photographe du sport automobile, donc qu'on connaît bien dans le monde de... C'est ça, effectivement. Peter Nygard, moi je l'ai croisé dans les années 90. C'était un grand ancien, comme on les appelait, genre de journaliste, photographe qui était sur les grands prix depuis déjà pas mal d'années. Et donc il a rassemblé un petit peu toute sa collection depuis 2 ans pour en faire un livre annuel. Et effectivement, j'ai eu l'honneur de faire la préface et d'écrire quelques petits textes de complément sur les 2 dernières années, pour tout vous dire, pour réactualiser un petit peu le contenu. Mais c'est vrai que honnêtement, depuis 2 ans, cela étant, ça tombe bien parce qu'on s'ennuie vraiment pas du tout en Formule 1. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des photos absolument inédites dans ce bouquin. Oui, tout à fait. Ah oui, non, mais ça c'est le privilège évidemment de suivre la F1, de faire partie des accrédités, comme on dit, qui chaque année ont eu le renouvellement sans aucun problème de leurs accréditations, qui sont un petit peu transmédia ou qui dépassent les journaux pour effectivement couvrir la Formule 1. Et effectivement, Peter Nygard, il a tout connu. Quand on se souvient que dans les années 60, les Formule 1, elles sont toutes petites, il y a 10 grands prix, pas plus par an. Et puis maintenant on en arrive à des monstres évidemment de technologie, avec plus de 22 grands prix cette année, 23 l'année prochaine. C'est un grand circus, et je ne parle même pas de ce dont tout le monde a entendu parler, les documentaires sur Netflix qui font que maintenant l'audience de la discipline est complètement planétaire et représente un succès hallucinant, quoi. Là, vous, Laurent-Frédéric Bollé, un préfacier de ce fameux livre. C'est un livre d'ailleurs qu'on a nous sélectionné avec l'ami Jean-Luc dans la collection des livres pour Noël, parce que c'est un très très beau cadeau. Ah oui. Il y a 480 pages. C'est plutôt organisé de manière chronologique d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Il y a plusieurs thèmes, mais il y a effectivement des chronologies, que ce soit par les décennies et les évolutions techniques, que ce soit par effectivement les pilotes champions du monde. Hein. Vous avez des grands articles où on revient vraiment sur la carrière de tous ces pilotes qui ont eu l'honneur d'être champions du monde. Et puis il y a un résumé année par année aussi, là en fin de livre, avec toutes les statistiques. Franchement, honnêtement, hein, c'est gros, c'est épais, c'est lourd, mais il y a tout. C'est pas super cher et il y a tout. Voilà. C'est un très beau cadeau. Voilà, c'est très beau cadeau. C'est le livre de chevet de l'année 2023, alors pour tout connaître sur la Formule 1. Ah oui, franchement, non, mais là en ce moment, la Formule 1, elle connaît de tels bouleversements et une telle évolution qu'il est bon peut-être de se poser un petit peu et de se remémorer quelques décennies, parce que honnêtement, moi j'ai été bercé, hein, je vous le dis franchement, par l'époque Prost-Senna, où on a vraiment le sentiment que ça a été l'âge d'or de la Formule 1 et qu'on ne pouvait pas reconnaître une telle aura, une telle intensité dans le duel, dans la médiatisation et dans le un peu, cet âge d'or de la Formule 1, pour reprendre l'expression. Mais honnêtement, moi je suis le premier maintenant à considérer que ce qu'on a connu en 2021, plus peut-être qu'en 22, faut être honnête, le duel Verstappen-Hamilton, c'est un nouvel âge d'or de la Formule 1 qui s'écrit sous nos yeux. Hein. Ça, je le pense sincèrement. Top. En tout cas, on suivra ça avec vous. Merci Laurent-Frédéric Bollet. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc on rappelle, Formule 1, édition anniversaire 70e. Voilà. Édition 70e anniversaire de la F1 chez Glénat. Exactement, très belle idée cadeau pour Noël. Il est à 59,95 €. C'est un très beau livre, hein. C'est dans la collection des très beaux livres, donc des très beaux cadeaux. Allez, autre cadeau d'ailleurs, on va continuer avec vous puisque vous êtes nos cadeaux sur Sud Radio. Vous n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300 pour poser vos questions en direct à l'ami Jean-Luc. Ce sera juste après notre rendez-vous de la voiture et l'environnement et ce nouveau décret qui devrait booster le marché de la pièce de réemploi. À tout de suite sur Sud Radio. Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et c'est un des rendez-vous que vous aimez bien aussi et qui nous intéresse, puisque de toute façon, il faut aussi faire avec l'environnement. Ce rendez-vous qui va nous permettre de découvrir ce décret qui devrait booster le marché de la pièce de réemploi. Bonjour Luc Fournier. Bonjour. Bonjour Luc. Directeur d'activité chez Back to Car. Voilà, on a déjà parlé avec Back to Car de la pièce de réemploi. C'est ces pièces qui vous permettent, on va dire pièces d'occasion pour que tout le monde comprenne, qui vous permettent de réparer pour beaucoup moins cher. C'est une filière qui maintenant est assez mature, mais la pièce de réemploi ne représente, alors dites-moi si je dis une bêtise, hein, c'est 3,2%, c'est combien exactement? C'est un peu plus. Un peu plus. On doit frôler les 5%. C'est pas beaucoup. Ah ouais, d'accord. Donc là, on a eu un décret qui a été publié le 1er décembre 2022 qui vise à faire évoluer l'organisation de la filière de ce qu'on appelle les véhicules hors d'usage, VHU. C'est quoi un VHU, tiens, véhicule hors d'usage? C'est un véhicule hors d'usage et c'est un véhicule qui est destiné à aller dans une classe automobile agréée, ce qu'on appelle un centre de recyclage. D'accord. Il y en a combien qui sont traités chaque année en France? Alors, en moyenne, sur les dernières années, on est sur 1,1 million, 1,2 million. Et ça varie en fonction des primes à la conversion lorsqu'il y a des opérations de type Jupes, Baladurette, Macronette, primes à la conversion. On monte jusqu'à 1,5 million, 1,6 million. C'est des vieilles bagnoles ou c'est des voitures plus récentes? C'est quoi l'âge moyen? Paradoxalement, sur les anciennes opérations, c'était plutôt des vieilles voitures, des vieilles Renault 5. Aujourd'hui, on voit arriver des voitures, on a presque mal au cœur à les recycler, puisqu'elles sont beaucoup plus récentes. Et pourquoi? C'est parce quoi? C'est accident? Parce que c'est Laurence qui conduit? Non, j'ai la prétention de... non, j'ai la prétention de considérer que je suis une bonne conductrice. Non, il y a des bonnes opérations commerciales pratiquées par les constructeurs pour renouveler le parc, pour booster un petit peu leur production. Et donc, ils ont été un peu plus loin dans les prix. Qu'est-ce qui a fait que ce marché a eu du mal à décoller quand même de la pièce de rechange, d'occasion? Oui. Le premier décret de loi favorisant la pose de pièces de réemploi est tombé juste avant la crise sanitaire. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'effet. Ouais. On le ressent depuis la crise sanitaire sous son angle écologique, paradoxalement. Où on voit vraiment que les gens veulent faire un geste pour la planète. Et puis ça s'est accéléré, et notamment grâce à nos amis assureurs qui prônent la pièce de réemploi pour faire baisser le coût de la réparation, puisqu'en France, il existe un règlement un peu particulier, et qui est en lien d'ailleurs avec le sujet du jour, puisque les constructeurs français, en France, c'est une exception mondiale, sont protégés par une loi qu'on appelle la loi Eurodesign, qui fait qu'ils peuvent maîtriser la commercialisation de leurs pièces et surtout leur prix. Donc c'est la raison pour laquelle ça augmente de 10% par an.
Ah oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, quand on voit les pièces de carrosserie, quand on passe la frontière pour aller en Belgique, on peut avoir des prix qui sont du simple au double, au triple, au quadruple même. Tout à fait. Et donc notre rôle, nous, au-delà de la pièce de réemploi, c'est aussi d'importer ce type de pièces pour faire baisser le coût. En moyenne, on est 2 à 3% malgré les frais d'import sur de la pièce neuve d'origine pour, comment dirais-je, lutter par rapport à cette inflation. Voyez-vous, la marque DS cette année a augmenté de 17%. Ah oui, quand même. Ouais. Les voitures, c'est vous qui les déconstruisez, on est d'accord. Ce sont les gens qui vont vous déconstruisez. Je suis recycleur. Oui. Back to Car et recycleur. Voilà. Donc nous sommes producteurs. Les voitures vous sont livrées par les assureurs, enfin par quel canal? Alors en fait, moi, 95% des voitures qui partent à la cache chez moi sont des contrats assureurs. D'accord. Donc l'expert déclare la voiture véhicule hors d'usage. Nous allons la chercher dans un garage qui nous a été indiqué par l'assureur. On la ramène dans nos centres et à partir de ce moment-là, il y a un tas d'opérations de dépollution, de démantèlement, enfin bref. Est-ce que vous pensez que ce décret, ça va permettre d'améliorer la traçabilité de ces véhicules hors d'usage et surtout de lutter contre les filières illégales, là, les fameux panneaux qu'on voit à chaque fois au feu rouge Oui, les fameux épavistes. Oui, effectivement, ça va nous aider. Donc, il y a environ 400 000 voitures qui nous échappent sur le marché en France par an. Donc, effectivement, mais la loi AGEC, en fait, on a eu peur. On a pas mal discuté avec les instances gouvernementales pour faire valoir un petit peu nos intérêts, puisque la filière aujourd'hui existe et correspond totalement aux normes de Bruxelles, qui est de recycler à 95% un véhicule dans sa masse. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nos centres, à nous, Back to Car, c'est 97,17. Donc globalement, la filière, dans sa globalité, joue son rôle de recyclage. Et là, le gouvernement voulait élargir la responsabilité élargie aux producteurs. C'est-à-dire qu'en fait, un constructeur est responsable de son déchet, au même titre que Marlboro est responsable de son mégot. Et ils ont voulu faire un amalgame de 26 déchets et mélanger les mégots avec les voitures, ce qui est totalement stupide. Et donc, on a réussi à leur faire comprendre qu'une voiture était immatriculée et il y avait donc une traçabilité. Un mégot n'a pas de plaque d'immatriculation. Donc, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour faire comprendre aux personnes qui ont légiféré sur ce dossier que l'automobile était très bien gérée. Et à partir de ce moment-là, les constructeurs, ils ont voulu, en tant que producteurs, prendre la main sur les voitures pour capter ce marché-là et de fait, on va augmenter les pièces d'occasion. Et c'est là-dessus qu'on a lutté. À ce propos, est-ce que moi j'ai le droit de vendre une voiture qui roule plus pour pièces, comme on le voit parfois dans des annonces, sur des sites d'annonces? Très bonne question, parce que la filière des recycleurs que nous sommes luttions depuis une dizaine d'années sur ce sujet-là. Et enfin, le premier décret va nous permettre d'éviter ce genre de trafic. C'est-à-dire que j'aurais plus le droit, même en tant que particulier. J'ai une vieille bagnole dans mon garage, je la démonte, je la vends pour pièces, j'ai pas le droit. Non, pour la simple et bonne raison, qu'est-ce que vous faites du reste? D'accord. Ok. Et quand on a des pièces dans la maison? Oui, parce que Laurence a des cartons avec des pièces, il faut le dire. Des cartons de pièces, elle en fait quoi? Non mais sérieux, hein. C'est des pièces neuves, hein, donc. C'est des pièces neuves, ouais. Alors, Laurence m'a. Là, on peut les vendre. Laurence m'avait demandé un petit conseil, je vais faire un don dans une école. C'est ce que j'ai fait. Alors j'ai appelé les écoles et on m'a dit qu'ils ne les prenaient pas. Écoutez, à ce moment-là, moi je peux vous en débarrasser. Ok. Bon, écoutez, on aura l'occasion en 2023 de parler des pièces de réemploi avec quelques exemples, mais on est d'accord, hein, Luc, il faut demander, quand on va faire réparer son véhicule, au réparateur, un deuxième devis avec des pièces de réemploi pour voir la différence par rapport aux pièces neuves. Exactement. Vous êtes en droit de le demander. Sur un périmètre de produits bien défini, hein, bien évidemment, pas de pièces de grande consommation, pas de pièces de sécurité, mais il y a déjà suffisamment de produits proposés dans le cadre du décret pour faire baisser la note. On parle de moteur, de tout ce qui est environnement moteur, tout l'équipement intérieur de la voiture, toutes les pièces de carrosserie, les rétroviseurs. Il y a de quoi faire baisser la facture de 75%. Bon, parfait. Merci beaucoup, Luc Fournier, directeur d'activité de Back to Car. Merci, passez un bon week-end et bonne fête de fin d'année si on ne vous a pas à l'antenne de Sud Radio d'ici là. Quant à nous, maintenant, on va vous accueillir parce que vous savez qu'On parle auto, c'est votre rendez-vous. Au 0826 300 300, vous nous appelez maintenant. Il y a Aude qui vous attend et je crois qu'on a déjà Raphaël qui attend son tour au standard. Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Vous a été présenté par Back to Car. Commandez vos pièces auto recyclées sur backtocar.fr. BACK, le chiffre 2, CAR.fr. Puis d'ailleurs, restez à côté de vos téléphones, hein, et parce qu'il me semble que le jeu du Père Noël de Sud Radio et du sapin de Noël ne va pas tarder à arriver. Bonjour Raphaël. Bonjour Raphaël.
Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Vous habitez où, d'être avec vous. Nous aussi. J'habite un petit village à côté de Nice qui s'appelle Saint-Janet. Ah, c'est joli. C'est chouette. On vous écoute. Bon, j'ai sollicité Jean-Luc par mail, donc je suis très heureux que vous ayez répondu à ma demande. Alors je rappelle l'adresse. Pour votre émission. Je participe @sudradio.fr. Vous voyez, ça marche. Vous nous écrivez. Exactement. Je participe @sudradio.fr. Voilà, donc du coup, je sollicitais Jean-Luc parce que du coup, je fais pas mal de kilomètres et j'ai un véhicule de marque Peugeot, une 5008 diesel, et donc du coup, je suis un peu agacé. Ouais, avec une boîte automatique, c'est ça ? Exactement, une boîte AT8 et donc du coup, comme je vous écoute fréquemment, Jean-Luc nous explique effectivement que une boîte à vitesse qui utilise un peu d'huile, c'est quand même mieux de faire une vidange. Non, c'est pas mieux, c'est obligatoire de faire une vidange. Voilà. C'est ce que disent d'ailleurs les constructeurs des boîtes automatiques. Il y a que les constructeurs de voitures qui osent dire c'est sans entretien, c'est n'importe quoi. Exactement. Donc j'ai sollicité Peugeot à plusieurs reprises puisque je fais une révision tous les 3 mois. Et donc du coup non, il n'y a pas besoin. Donc j'ai regardé un petit peu ce que préconisait le constructeur de la boîte, qui lui préconise une vidange. Donc du coup j'ai eu une petite alerte, donc j'ai un voyant qui s'allumait, donc je me suis arrêté chez Peugeot. Ils ont regardé, effectivement c'était une alerte, donc ils m'ont fait un devis par rapport à ça, et donc du coup c'est la raison pour laquelle. Alors ils ont fait un devis de combien ? Environ 1000 €. D'accord. Et ils font la vidange comment ? Est-ce qu'ils ont une machine ou est-ce qu'ils vont vous la faire à la main ? Non, j'ai posé la question, du coup, et donc du coup, non, c'est une vidange. Alors, vous oubliez le devis de 1000 €, vous oubliez la vidange à la main, parce que quand on vidange une boîte automatique à la main, on est sûr presque sûr de tomber en panne derrière, parce qu'on va vidanger au mieux 50% de l'huile qu'il y a dans la boîte. Donc s'il y a des petites particules, des choses comme ça, on va surtout pas nettoyer la boîte de vitesse, parce que l'intérêt c'est de vidanger toute l'huile, ensuite de mettre un produit qui va nettoyer l'intérieur de la boîte et de re-remplir avec la quantité exacte d'huile mise à la bonne température. Donc si on fait ça à la main, on va dire 70% de chance de prendre la boîte dans la gueule après. Donc si en plus il vous facture, allez, on va parler vrai, il vous facture 1000 balles, une opération qui est en fait très risquée. Alors, il y a aujourd'hui les fabricants d'huile ont mis au point des machines qui font le boulot automatiquement et qui le font bien, parce que ça vidange 100% de l'huile, ça vous met un produit qui va nettoyer la boîte, ça vous remet de l'huile neuve dedans, la quantité exacte, et tout ça pour moitié moins cher que votre devis. Voilà, alors Motul... Motul par exemple, alors j'ai appelé Motul quand même, après le message de Raphaël. Ils ont une machine qui s'appelle la Motul Evo, et alors il y en a une. Vous notez, Raphaël, il y en a une chez Feu Vert à Villeneuve-Loubet. D'accord. Et il y en a une chez Point S à Cagnes-sur-Mer. Bon, ça va, voilà, donc c'est pas loin. Donc là, vous y allez. Si ils vont vous brancher la machine. Si on est comme Raphaël, excuse-moi, l'ami Jean-Luc, mais si on est comme Raphaël ou qu'on habite autre part, on cherche la Module Evo près de chez soi. Alors, il n'y a pas que Module qui fait des machines, mais au moins il y a Module qui le fait. Module, c'est un huilier français. Parce qu'on n'habite pas tous du côté de Cagnes. Restons français. Non, mais ils en vendent partout en France. Et c'est en train de se développer justement. Donc vous allez à la limite sur le site Module et vous regardez Module Evo, à quels endroits il y a des machines disponibles, et vous allez dans les centres qui possèdent les machines. Super. Et c'est la machine qui fait tout le boulot et vous êtes tranquille. Vous aurez une huile de qualité, la boîte aura été nettoyée, vous aurez la bonne quantité d'huile et vous êtes sûr de repartir avec des filtres neufs. Donc c'est là à la fois la sécurité et l'efficacité. Et pour un prix moitié moins. Ah, c'est chouette. C'est magnifique. Raphaël, vous avez bien fait d'écouter Sud Radio. J'aurais dû écrire avant. Vous auriez dû écrire avant. Parce qu'en plus, vous me dites, je fais une vidange tous les 3 mois. Vous faites combien de kilomètres par mois ? 10 000. Ah oui. Ah oui, vous dormez jamais, quoi. Vous êtes dans votre voiture en permanence. Non. J'ai la chance de faire beaucoup d'autoroutes. En fait, je fais du transport médical. D'accord. Oui. D'accord. Ouais, vous avez intérêt à faire une vidange. Alors, si vous faites de l'autoroute, une vidange tous les 80 000, 100 000 km, c'est suffisant. C'est surtout pour la ville. J'en suis à 200 000, là. Je viens de passer 200 000. Et vous n'avez jamais fait de vidange ? Non. Bon, c'est bien mon problème. Il est temps de le faire. Écoutez, attendez lundi matin, puis vous appelez je vais m'en occuper. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Mais de rien. Mais on est là pour ça. You're welcome. Bonne journée, Raphaël. Bonne journée. Est-ce que je peux vous solliciter juste une dernière fois, rapidement? Je sais que Laurence compte le temps. Oui. Est-ce que dans vos prochains essais, vous envisagez d'essayer le Mazda CX-60 3.3 diesel? Oui. Ah oui, un diesel. Oui, mais déjà la semaine prochaine, vous avez dit un diesel. Oui, il y a une Mercedes. Mais c'est pas le même
prix. Hein. C'est le Mercedes GLC. Raphaël, on vous embrasse fort, fort, Bonne fort. fête à vous. Oui, merci. Bonne fête aussi. Au revoir, Raphaël. Et vive la France pour demain, quand même. Ouais, vive les Bleus. 16h, on est tous à écouter Sud Radio parce que évidemment tout sera retransmis aussi en direct. Un gros bisou à Alphonse qui nous a rejoint, évidemment Stéphane, Seb également qui est là. Nous avons aussi Momo qui nous dit que l'écran est trop petit sur Facebook. Momo, mettez votre ordinateur sur l'écran de la télévision. On a plein de gens. On a Cédric et Dipo. Bonjour à l'équipe, bon rétablissement. Laurence, vous inquiétez pas, c'est juste un gros rhume. Mes salutations à l'ami Jean-Luc. Pourriez-vous traiter le sujet des Youngtimers plus régulièrement, etc., etc. Oui, on en reparlera parce que le jour on a parlé succinctement, mais on y reviendra. Voilà, vous êtes nombreux à nous écrire, plus de 50 commentaires actuellement sur l'émission. On parle auto que vous suivez également sur la page Facebook de Sud Radio que vous retrouverez dans les replays ou même sur la page et sur la page YouTube de votre radio préférée. Allez, dans quelques instants, on passera à l'info et mon petit doigt me dit que peut-être le petit lutin est en train de déposer des cadeaux au pied du sapin de Sud Radio. Restez à l'écoute. Sud Radio, on parle auto. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Juste pour vous annoncer ce qui se passe, puisque effectivement on a la chance d'avoir une merveilleuse équipe et on a Bastien et Aude Standard qui étaient en train de faire des choses un peu rigolotes, donc ça nous a beaucoup fait rire. On a bien aimé. Ça va l'ami Jean-Luc, vous allez faire votre petit J'ai mangé café un chocolat, je suis allé chercher un café, j'ai mangé un chocolat. Vous avez vu tout que va dans bien. le frigidaire de Sud Radio, il y a du foie gras? Non, mais du foie gras, non, avec un café. Il est midi, c'est super. Non. Même Merci. pas, avec un joli petit vin de Bourgogne, un petit sec. Non, je voudrais gagner le cadeau, moi. Ah non, pas vous. Si. Vous le donnez. Non, mais vous avez raison. Alors, on parle un petit peu du sommaire de cette deuxième heure, si vous le voulez bien, avant de mettre le jeu en route pour notre sapin. On va parler pneus. Ah non. Tiens, si, on va se poser une question. Alors, une question rapide. Est-ce que la loi montagne, elle est vraiment efficace? Parce qu'on a vu cette semaine, c'était quand même du grand n'importe quoi un peu partout, y compris dans les régions où les équipements étaient obligatoires. Donc, est-ce que d'avoir des chaussettes dans le coffre, c'est utile quand on est sur la neige? Voilà. On parlera de la plus-value imposable ou pas pour les voitures de collection. C'est une question de Patrick qui se demandait, tiens d'ailleurs, si je vends ma Renault Modus plus cher que je l'ai acheté, c'est Jean-Marie B de Sud Radio. Est-ce que la plus-value, je dois la déclarer? Est-ce que je vais payer des taxes sur ça? On parlera aussi du double bonus covoiturage, puisque cette semaine le gouvernement a débloqué 150 millions d'euros pour le covoiturage. Alors le covoiturage longue distance qu'on connaissait, mais aussi le courte distance pour aller au travail. Et puis nous recevrons aussi quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui a créé le Rallye des Gazelles, c'est Dominique Serra, dans la rubrique Un livre pour Noël. Mais tout de suite, oui, puisqu'on parle de Noël, allez, c'est parti, écoutez-moi cette petite musique. On est en bleu glace. Je vais faire la sieste. Non, tu fais le Père Noël, fais le lutin. Vous le savez, depuis plusieurs jours maintenant, nous avons le bonheur. Le grand sapin de Noël de Sud Radio a été monté avec plein de cadeaux. C'est maintenant, pendant notre rendez-vous, on parle auto. C'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Vous gagnerez peut-être, je sais pas moi, un iPhone 12, une paire d'AirPods, une console Switch reconditionnée par Back Market, une élégante montre Kelton, un séjour en famille, tout inclus au parc Futuroscope. On a plein de très très beaux cadeaux. Alors, une Ferrari Puro Sangué. Non, ça y a pas dans les cadeaux. En majorette. Non, parce qu'on n'a pas les moyens là, sérieux. En tout cas, ce que je vous propose pour tenter de gagner l'un des nombreux cadeaux qui sont posés au pied du sapin de Noël Sud Radio, c'est de composer le 0826 300 300, 0826 300 300. Allez, on va faire court. Le 6e appel. Tous à vos téléphones. Appelez-nous. Aude vous attend et nous aussi. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et avant de recevoir notre invité, avant de recevoir Dominique Stemfeld, le syndicat des professionnels du pneu change de nom et devient le syndicat du pneu pour être plus près de vous. Ah, le syndicat du pneu. Ah ouais, plus près de monsieur et madame tout le monde. Voilà, c'est pour ça qu'on prend. C'est un pneu mieux. C'est pour ça qu'on prend des auditeurs d'ailleurs. Dominique, bonjour vite fait. Dominique. Ah bah oui, bonjour Dominique.
Bonjour à tous. Donc, Dominique, juste avant de répondre aux questions des auditeurs, la loi montagne, cette semaine, il y a des gens qui ont dit ça n'a pas l'air très efficace. C'est vrai qu'il faudrait peut-être revenir d'une part sur les verbalisations qui ne se font pas, donc les gens ne s'équipent pas, et puis peut-être sur ce texte qui dit que si on a des chaînes dans le coffre ou des chaussettes dans le coffre, c'est bon. On se rend bien compte que quand il a neigé, que les gens ne sont pas équipés. Alors effectivement, si les gens s'équipent comme la loi l'indique, elle devrait être plus efficace. En l'occurrence, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup d'utilisateurs qui ne sont pas équipés et qui se sont retrouvés en difficulté sur les routes et les autoroutes ces dernières semaines, en bloquant d'ailleurs les autres utilisateurs. Donc en fait, cette loi, elle a aussi c'est aussi une démarche citoyenne qui consiste à être équipé pour ne pas bloquer les routes. Et puis le blocage des routes a aussi une conséquence, c'est qu'elle oblige dans bien des cas les collectivités locales à secourir les automobilistes pris dans la neige, à ouvrir les gymnases, à les nourrir, etc. Donc c'était un des fondements d'ailleurs de cette loi. Bon, en tout cas, ça a encore fait à moitié quoi. Oui, alors c'est ça. Après, pour répondre à la question concernant les chaînes, on comprend bien que ça c'est l'aspect mobilité qui est traité, à savoir que s'il y a des chutes de neige importantes, il faut monter des chaînes sur sa voiture. Mais sur l'ensemble d'un parcours, il n'y a pas que de la neige, il y a aussi des épisodes verglaçants. Et là, en l'occurrence, si les chaînes sont dans le coffre ou si les chaussettes sont dans le coffre, ça sert vraiment pas à grand-chose. Est-ce que je peux me permettre de parler vrai sur Sud Radio, ce qu'on fait régulièrement? C'est en quoi, moi, ou vous qui écoutez Sud Radio, on a besoin d'une loi pour être un tout petit peu cérébré, de se dire que quand les conditions ne sont pas bonnes, on met ses chaussettes, on met ses chaînes. Enfin, on n'a pas besoin d'une loi quand même. Enfin, il y a quelque chose que je comprends pas, moi. Mais bon, ceci ne regarde que moi. On sait très bien que les Français ne respectent pas. Mais il y a une histoire d'intelligence et de savoir-vivre et de partager. Oui, mais dans les autres pays, ça marche. Si on vous regarde, on est d'accord, ça marche, Dominique, en Allemagne, en Autriche. Vous avez raison, les Allemands ont une attitude tout à fait différente. Attendre la loi, quoi. L'équipement n'est pas obligatoire, mais ce qui est interdit, c'est de sortir sa voiture le jour où il y a des épisodes hivernaux. Et auquel cas, les verbalisations sont importantes, les véhicules sont immobilisés. Et les assureurs ne couvrent pas les accidents. Mais ça n'est pas obligatoire. Oui, non, mais c'est ça, c'est qu'on peut tous se prendre un peu par la main. Allez, on accueille alors on a Guillaume. Voilà. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Allez, on écoute votre question. Vous avez des pneus, vous habitez où, tiens, Guillaume? Dieulefit, dans la Drôme. Dans la Drôme. Vous avez dans la Drôme. Et vous avez des pneus... Vous êtes en loi montagne, la Drôme? Ouais. Là, on est moitié loi montagne, moitié en classique, oui. Et justement, j'ai une question parce que j'ai un Kia e-Niro électrique 64 kWh que j'avais acheté sur les conseils de Jean-Luc par rapport à sa grande autonomie. D'accord. Et se pose la question, là, donc je l'ai acheté au printemps dernier, de monter ou pas soit des pneus hiver ou des pneus 4 saisons et savoir quel impact ça pouvait avoir sur l'autonomie du véhicule. Bon, moi je vais faire la sieste, vu qu'on a Dominique. Dominique, est-ce que ça aura un gros impact sur l'autonomie d'un véhicule électrique de monter des pneus 4 saisons ou des pneus hiver? Alors les pneus hiver et les pneus 4 saisons consomment un peu plus d'énergie, donc du carburant pour les véhicules thermiques et de l'électricité pour les véhicules électriques. Il y a effectivement une conséquence, mais elle n'est pas très très importante, surtout que vous allez avoir aussi des conséquences avec l'utilisation du chauffage sur l'autonomie de votre véhicule. Là, en l'occurrence, ce que je vous conseille, si vous montez des pneus 4 saisons ou des pneus hiver, c'est de bien regarder l'étiquetage et de privilégier des pneumatiques qui sont classés B. En général, c'est le cas. Il y a même maintenant des manufacturiers qui sortent des pneumatiques 4 saisons qui sont classés A. Et puis, on a même un manufacturier qui est Vredestein qui a sorti un pneumatique 4 saisons spécifiquement dédié aux véhicules électriques. Donc là, on est tout à fait au début de l'histoire des pneumatiques hiver ou 4 saisons spécifiques pour les véhicules électriques. Il n'y en a pas beaucoup. Hankook a d'ailleurs également sorti un Ion qui est dédié aux véhicules électriques avec une version hiver. Et qui a été d'ailleurs primé aux Awards de l'auto l'année dernière. Alors, on va perdre quoi? On va perdre environ 5%, on est d'accord Oui, c'est ça, mais il y a tellement d'autres critères qui vont faire consommer de l'électricité, les essuie-glaces, les phares, par rapport au chauffage, etc. Donc, vous pouvez limiter l'impact des pneumatiques en choisissant des pneumatiques qui sont bien
bien classé en consommation d'énergie. Très bien. Abonné. Super. Merci Guillaume. Bon, super, merci Guillaume. Alors maintenant on a Xavier. Oui, bonjour Xavier. Bonjour Xavier. Il y a du monde au standard de Sud Radio aujourd'hui. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Donc Xavier, vous voulez me vendre votre voiture parce que vous avez une BMW M140i. Donc vous voulez plus et on se met d'accord pour 5 000 € comme on avait dit. 5 000 €, ouais, je suis d'accord. Xavier, ne parlez pas argent avec cet homme-là. Non, mais le problème, il y a quelques mois, on avait eu le responsable de Michelin pour savoir si je pouvais monter sur ma voiture justement des Cross Climate 2. Et il m'avait effectivement dit que c'était possible. Et là, j'hésite parce que, comme j'utilise ma voiture, quelquefois, effectivement, pour aller en montagne, donc c'est un petit peu, je fais pas en station, mais enfin je roule facilement dans les Pyrénées, puisque j'habite dans le sud-ouest. Mais c'est une voiture, quand il fait chaud l'été, et qui est très performante, comme vous le savez. Et j'ai peur qu'avec ces pneus 4 saisons... Alors, avouez, Xavier, avouez, personne ne vous écoute. Avouez que l'été, quand vous êtes sur une petite route avec cette voiture propulsion puissante, vous avez tendance à rouler, à rouler un peu sportivement, on va dire ça comme ça. Mais toujours dans les limitations. Oui, bien sûr, comme tout le monde d'ailleurs. Quand ça tourne beaucoup, je peux pas forcément aller vite, mais quand même, il faut que ça accroche. Donc vous prenez plaisir à conduire votre voiture sportivement dans les virages en montagne. Donc la question c'est, est-ce que je prendrai autant de plaisir avec un Cross Climate 2 qu'avec un pneu été. Et est-ce que je risque pas de les fusiller en 10 000 km parce que c'est quand même des pneus qui sont plus... Voilà. Alors moi j'ai une idée de la réponse, mais on va demander aux pros. Président du syndicat du pneu. Avec Jean-Luc, on a souvent évoqué le sujet déjà en disant que la pneumatique toute saison, c'est un compromis. C'est un très bon compromis. Le Cross Climate que vous évoquez, c'est un excellent compromis, mais ça n'est qu'un compromis. Voilà. Il est moins efficace en hiver qu'un vrai pneu hiver et il est moins efficace ou moins agréable en été qu'un vrai pneumatique été. Surtout s'il s'agit de conducteurs exigeants et de voitures exigeantes. Là, en l'occurrence, votre voiture, c'est une voiture exigeante et si vous êtes un conducteur exigeant, vous allez trouver quand même des différences et prendre probablement moins de plaisir avec un pneumatique mixte qu'avec un vrai pneumatique. J'ai donc la réponse très claire à ma question. Alors pas de Cross Climate 2, en revanche, des pneus hiver si vous montez en station l'hiver. Mon épouse a une Fiat 500 avec des Alpin 6 qui montent aux arbres. Vous montrez avec la Fiat 500. Vous montrez l'hiver avec la Fiat 500 et puis vous montrez l'été avec la BMW. Xavier, on va quand même pas se plaindre d'avoir. Et puis Xavier, en plus, vous raccrochez pas parce que vous avez une autre question. Mais on a la pub et on vous prend après la pub. Mais surtout, Xavier, restez avec nous parce qu'on a une autre question pneu. On va en profiter rapidement, mais je vous demanderai une question très rapide, Dominique. C'est notre ami sur la page Facebook, Cédric, qui nous dit bonjour. Savoir quel est le pneu le plus efficace dans la neige suivant les marques proposées. Alors ça, c'est vraiment très compliqué. Ça dépend de beaucoup de critères, y compris le type de véhicule, la dimension. Mais à l'évidence, les grandes marques ont beaucoup travaillé sur l'efficacité de leurs pneus hiver et c'est parmi ces grandes marques que vous allez trouver les meilleurs pneumatiques. Bon, super, voilà, on a répondu à Cédric. On aura l'occasion d'en reparler puisqu'on le syndicat du pneu a signé pour l'année prochaine, il sera avec nous. Donc si vous avez plein de questions sur les pneus, Dominique sera là. Il va habiter là en fait. On va lui mettre un petit lit de camp dans un coin. Je vais rester un peu en Provence quand même. Vous avez raison, mais on va venir vous rejoindre aussi. On vous embrasse Dominique. Quant à nous, on continue, on parle auto. Et prochaine question, Xavier, donc il reste une question aussi à poser. Et vous, faites aussi le 0826 300 300. Vous nous envoyez un mail à jeparticipe@sudradio.fr pour participer en direct à notre émission ou sur la page Facebook de Sud Radio, comme Cédric vient de le faire. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et on continue bien sûr de vous accueillir. Vous êtes très nombreux sur la page Facebook de Sud Radio. Moi j'aime beaucoup l'ami Jean-Luc parce que sur Sud Radio et dans On parle auto, on le sent, une communauté qui s'est créée. Et vous êtes de plus en plus nombreux. Il y a Joe qui est avec nous. Évidemment Cédric. On a eu un petit coucou de la Martinique et de la Guadeloupe également. Voilà, vous êtes de partout et ça nous fait plaisir. Bon. D'ailleurs, vous savez que l'on vous donne la parole pour poser vos questions en direct au 0826 300 300. C'est Xavier qui était avec nous précédemment qui reste.
qui est toujours avec nous. Xavier. Oui, on a gardé Xavier. Toujours là. Donc c'est monsieur Alors Xavier, oui. Comme il avait deux questions, j'ai dit vous posez la première à Dominique et puis vous posez la deuxième à Laurence, qui doit normalement être capable de répondre à votre question. Attention. C'est une question difficile. Allez-y. En fait, j'interviens pour mon fils qui a une Golf 7 diesel DSG 7. Cette voiture, donc boîte automatique DSG, j'ai fait 3 concessions Volkswagen, aucune ne veut la vidanger. Il a 140 000 km quand même, 140 000 km. Donc aucune concession n'a voulu s'en occuper. Ils m'ont tous dit que c'était absolument pas la peine. Donc je suis allé voir, comme Jean-Luc nous a dit, je suis allé voir des spécialistes de boîtes automatiques qui m'ont confirmé que cette boîte DSG 7 n'était pas vidangeable, contrairement à la 6 qui elle était vidangeable. Ils m'ont expliqué que c'était une boîte mécanique en fait, classique. Oui, c'est une boîte mécanique avec des embrayages à sec, alors que vous avez des embrayages bain d'huile. Voilà. Non, mais honnêtement, au moins une dizaine de garages. Oui, non, mais il faut aller chez Motul. Non, Xavier, il y a quand même de l'huile dedans. Les embrayages sont des embrayages à sec, mais vous avez quand même de l'huile parce qu'il y a des engrenages. En fait, la DSG, c'est le mariage de 2 boîtes mécaniques. Et 2 boîtes mécaniques dans le même carter, dans le même carter, et chaque boîte mécanique intervient l'une après l'autre. Il y en a une qui fait la première, l'autre fait la seconde, etc., etc. Donc on alterne, si vous voulez, d'un arbre à l'autre avec ces 2 embrayages. C'est pour ça que c'est instantané le passage des rapports, puisque quand vous êtes en première, la deuxième est déjà engagée sur l'autre boîte et hop, il suffit que le premier embrayage se décolle et le deuxième se colle, ce qui est très rapide, et vous êtes déjà en seconde. C'est ça qui fait l'intérêt en fait des boîtes robotisées. Les embrayages là sont à sec, mais il y a de l'huile pour les engrenages. Donc l'huile pour les engrenages, on en revient toujours à la même chose. Une huile qui dure toute la vie de la voiture, ça n'existe pas. Donc on peut faire une vidange. Alors c'est moins problématique que l'auditeur qu'on avait tout à l'heure, qui lui avait une vraie boîte automatique avec ce qu'on appelle un convertisseur de couple, donc où là il est essentiel de faire une vidange entre 60 et 80 000 km. Dans votre cas, ça peut attendre plus longtemps, il n'y a pas de problème. Là, si elle a 150 000 km, ça serait bien de faire une vidange. Donc je vais vous redire ce que je disais tout à l'heure. Les concessionnaires continuent à dire non, il n'y a pas besoin de faire de vidange, vous faites tout un tas. Vous allez dans un centre, tout à l'heure on parlait de la machine. Exactement, vous allez regarder près d'où habite votre fils, vous cherchez un centre auto qui a cette machine-là, ils vous feront la vidange de la boîte, et puis voilà. Mais c'est vrai que c'était l'autre jour, j'ai passé une journée entière à faire les concessionnaires. J'ai fait 4 spécialistes de vidange boîte automatique, des spécialistes de boîte. Et tous m'ont dit c'est pas la peine sur la DSG 6. Oui. Sur la 7, c'est pas la peine. Il y a rien à faire. Mais non, mais il y a de l'huile dedans quand même. Et l'huile qui dure toujours, ça n'existe pas. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors c'est moins, c'est comme une boîte mécanique. Donc là, à la limite, la machine, elle n'est pas forcément indispensable. Elle est vraiment bien pour faire la vidange d'une vraie boîte automatique. Dans votre cas, c'est une vidange qui peut se faire par gravité. Mais oui, mais personne ne veut le faire. Oui, mais là c'est juste comme une boîte mécanique qu'on vidange. C'est comme s'ils vous disaient, en fait, quand ils vous disent il n'y a pas de vidange à faire, c'est comme si on disait sur une boîte mécanique il n'y a jamais de vidange à faire de la boîte. C'est n'importe quoi. Donc du coup, il faut... oui, c'est mieux 150 000 km, faites-le. Mais vous pouvez presque le faire vous-même, là, c'est pas compliqué. Et il n'y a pas le risque comme avec une vraie boîte automatique. Ok. Voilà, Xavier. Mais très bien. Merci beaucoup. Alors. Vous êtes fermé pour l'hiver, entre les pneus et la vidange de la boîte auto, tout va bien. Nickel. On vous embrasse. Merci beaucoup. Merci Xavier, bonne journée. Très belle fête. Merci beaucoup. Allez, dans quelques instants, on aura le bonheur de recevoir notre grande Dominique Serin, qui est la créatrice du Rallye des Gazelles, avec un livre magnifique. Mais tout de suite, on va parler de Classic Cars. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. Et on accueille tout de suite Patrick, je crois, qui est avec nous. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bonjour Patrick. Très drôle parce que Patrick nous a posé une question par mail sur jeparticipe@sudradio.fr. Une question qu'on a retrouvée aujourd'hui, Patrick, sur la page Facebook de Sud Radio. La personne qui l'a écrite va se reconnaître, mais je vous laisse nous poser la question en direct, Patrick, sur On parle auto. Très bien. D'abord, merci pour votre émission, que je suis depuis que vous êtes, que Jean-Luc est arrivé sur votre chaîne. Merci. Et bien avant aussi. Voilà, c'est vraiment une bonne expérience pour nous tous, amoureux de la mécanique, je dirais. Alors oui, ma question, elle est très simple. Elle concerne les voitures anciennes. J'ai eu un message qui m'est arrivé d'un ami m'informant que
les véhicules à la revente, les véhicules anciens à la revente pouvaient être taxés sur une plus-value en fin de compte comment on appelle ça, je sais pas, c'est. Vous êtes taxé sur la plus-value. Oui, à partir du moment où vous vendez un véhicule plus de 5 000 euros. Parce qu'en dessous de 5 000 euros, on n'est pas concerné. D'accord. Mais si vous vendez un véhicule plus de 5 000 euros, vous êtes tenu de déclarer la plus-value éventuelle. Donc sur un véhicule de collection. Alors, il y a plein de gens qui pensaient qu'avec les voitures anciennes, les bénéfices réalisés sur la vente n'étaient pas imposables parce que c'était considéré comme des œuvres d'art. Voilà. Il y a en fait cette fausse idée qui s'est répandue, mais normalement, alors pourquoi je dis normalement? Je vous explique à la fin. Normalement, vous achetez une voiture 10 000 euros. Vous la gardez 3-4 ans et elle vaut 15 000 euros au bout de 3-4 ans. Vous la vendez, donc vous faites... Alors, on retire de ça l'éventuelle restauration. Donc là, si vous avez des factures de restauration, vous prenez vos 10 000 euros de départ et puis vous comptez les factures. Vous allez peut-être arriver à 12 ou 13 000 euros et vous vendez la voiture 15 000. Donc vous avez fait 2 000 euros de bénéfices. En tout état de cause, vous devriez déclarer ce bénéfice aux impôts. Il y a une circulaire douanière de septembre 2018 qui dit bien que la plus-value frappe, alors je vous dis le texte exact, les bijoux, les métaux précieux, les objets d'art, de collection, antiquités et tous les véhicules de collection, y compris les motocyclettes. Alors attention, quand on dit véhicule de collection, ça ne veut pas dire voiture en carte grise de collection. C'est tous les véhicules considérés comme véhicules de collection. Un véhicule de collection, aux yeux de la loi, ça peut même être une voiture relativement récente. Vous achetez une Ferrari, même un modèle là, elle va être considérée, si elle est très rare, comme un véhicule de collection rapidement, sans attendre les 30 ans. Bon, habituellement, c'est les véhicules de plus de 30 ans qui sont considérés comme des véhicules de collection. D'ailleurs, on ne dit pas véhicule de collection dans les textes d'État, on dit véhicule présentant un intérêt historique. On comprend bien qu'un véhicule présentant un intérêt historique, une voiture produite à un exemplaire, le jour où elle est produite, elle a un intérêt historique. Donc, ces véhicules de collection, quand vous les revendez, si vous gagnez de l'argent, il y a deux possibilités. Soit vous payez une taxe forfaitaire de 6% du prix de vente plus 0,5% de CRDS, donc 6,5%. Donc sur les 2000 euros que j'ai gagnés, je compte 6,5% de taxes et je vais à mon centre des impôts en disant « Oui, j'ai gagné 2000 euros, je paye ». Soit vous payez une taxe sur la plus-value réelle qui est de 36,7%. Alors, maintenant, ça c'est la théorie. C'est cher. Oui, non mais d'accord, on est d'accord, mais ça c'est la théorie. Maintenant, la pratique. Quand vous achetez une voiture, que vous remplissez le certificat de cession, à aucun endroit on fait mention du prix de la voiture. Non. Donc, sauf si vous l'avez acheté chez un professionnel avec une facture, donc là, il y a un prix de départ, et que vous la revendez à un professionnel qui vous l'achète, et lui mentionnera le prix qu'il a payé votre véhicule, il y a une traçabilité là du prix. Mais les échanges entre particuliers, la voiture, vous l'avez acheté à un prix X, ce que c'est l'État, c'est le jour où vous l'avez acheté. Le jour où vous la revendez, ils ne savent pas non plus, ils ne savent pas combien vous l'avez payé, ils ne savent pas combien vous allez la revendre. Donc, essayer d'imposer les bénéfices faits sur ces voitures de collection, c'est une usine à gaz absolument impossible. Il y a un cas de figure où, là par contre, vous n'échapperez pas à la taxe, si vous achetez la voiture aux enchères et que vous la revendez aux enchères. Alors là, vous vous faites avoir. Ça sera en plus la maison d'enchères qui sera obligée de vous compter cette plus-value. Ils le font, ils oublient d'en parler en général. Quand ils vous vendent des voitures, ils oublient de vous dire, ou quand vous achetez des voitures, ils oublient. Enfin, c'est le vendeur qui paiera la taxe, mais ils oublient de vous dire quand vous vendez une voiture que vous paierez une taxe si vous l'avez achetée avec une preuve du prix de départ. Voilà, Patrick. Patrick, juste une question. Vous avez une voiture de collection, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et vous allez la une Porsche 914. Mais c'est quoi, c'est une 2 litres, c'est une quoi? Alors, c'est un litre 7. C'était une 1 litre 7 modifiée en 2 litres et bon voilà donc. Et vous voulez la revendre? Et en fait vous vous posez la question. Non, je ne veux pas la revendre. On va plutôt même la restaurer. On va travailler un peu dessus. Cool. Le plaisir de la voiture ancienne, c'est de pouvoir s'en occuper et puis lui donner un petit peu d'amélioration. Et votre question, il y a Jo aussi sur la page Facebook. Alors on a un abattement de 5% par an après 2 ans de possession sur la plus-value. En tout cas, la plus-value c'est des calculs.
Enfin, très court à retenir. C'est très compliqué de calculer tout ça, mais on s'en fout, puisque de toute façon, jusqu'à présent, personne n'a jamais été redressé en n'ayant pas déclaré cette plus-value. En tout cas, Patrick, merci d'avoir posé la question sur Sud Radio. On vous souhaite un bon week-end. Voilà, c'est encore une règle que les Français ne respectent pas, puis tant mieux, parce que franchement... c'est bon, quoi. On les axés sur tout déjà. Bien, bon, effectivement. On vous embrasse fort. Merci de m'avoir reçu pour poser mes questions, et puis bonne continuation à votre émission. Et bonne merci Patrick, bonne journée. Restez à l'écoute de Sud Radio. Bonne année aussi à vous. Merci, parce que le sapin de Noël est toujours en cours et je pense que d'ici quelques minutes, on va découvrir le nom du gagnant. Allez, dans quelques instants, le double bonus du covoiturage sera à l'actualité. On n'a pas payé d'impôts, mais l'État va nous donner de l'argent. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et merci à vous tous d'ailleurs d'être très très nombreux aussi sur cette page Facebook de Sud Radio. Tiens, on a Ronnie qui arrive sur la page Facebook de Sud Radio et qui demande des nouvelles de François S, votre ex-collègue François Sorel qui est un ami, vous le savez bien. Ben François S, il va bien. On va attendre que l'été revienne pour attaquer quelques côtes de bœuf et puis on vous mettra des photos. Voilà. Non, mais on pourrait se faire une raclette, tiens, avec François A de Paris également. François Alain par exemple, et Rémi J. Pareil, et Laurence P aussi qui aime bien aussi la raclette. Voilà, vous êtes nombreux et on est vraiment ravis d'être avec vous. Allez, on va tout de suite parler de ce qui est tombé dans l'actualité cette semaine, le double bonus covoiturage de 2 fois 100 € pour les conducteurs. Et on en parle avec Adrien Taon, qui est DG de Blablacar. Bonjour. Bonjour. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors, expliquez-nous. Alors, l'État veut augmenter le nombre de covoitureurs. 3 millions pour les usagers du quotidien, c'est ça qui est nouveau, parce qu'on connaît tous maintenant. Blablacar existe depuis combien de temps d'ailleurs, tiens? Alors, Blablacar, ça a 15 ans. Donc, ça a vraiment eu le temps de se développer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pense que c'est un succès qui arrive du jour au lendemain, mais non, ça a mis du temps à prendre comme changement d'habitude. Et c'est la même chose qui va se passer sur le covoiturage du quotidien, en fait. Alors sur le covoiturage pour les vacances, maintenant, on connaît. Mais là, vous êtes donc directeur général de Blablacar Daily. Et ça, c'est le covoiturage du quotidien. Qu'est-ce qu'il y a comme différence avec le covoiturage auquel on est habitué depuis longtemps? Alors, le covoiturage qu'on connaît, vous l'avez mentionné, c'est souvent pour des week-ends, c'est des trajets de 2-3 heures. Le covoiturage du quotidien, ça va être quand vous pouvez, en semaine, pour vous rendre à votre lieu de travail, prendre une personne. Les grosses différences, c'est que ça va souvent être les mêmes personnes que vous allez rencontrer sur Blablacar Daily et avec qui vous allez covoiturer de jour en jour, de semaine en semaine, et ça devient vraiment une habitude. Mais dans les faits, c'est la même chose, c'est un partage de frais qui fait économiser très rapidement 1000 à 1500 € par an quand on covoiture fréquemment et qui fait gagner du temps et du confort souvent aux passagers. Alors ce nouveau bonus covoiturage, on va être très didactique. Comment ça marche? Comment je fais sur les trajets du quotidien si je veux pouvoir en bénéficier? Alors c'est très très simple. Vous allez pouvoir télécharger Blablacar Daily, qui est une application gratuite. Une fois que vous l'avez téléchargée, on va vous demander de renseigner vos informations. Donc typiquement d'où vous partez, où est-ce que vous allez, quel jour de la semaine vous souhaitez covoiturer et à quelle heure. Et à partir de ça, vous allez être mis en relation avec d'autres personnes qui peuvent être vos passagers. D'accord. À partir du moment où vous arrivez à faire 10 trajets de covoiturage, vous allez toucher 100 € de bonus covoiturage. Sur combien de temps ces 10 trajets, Adrien? C'est 10 trajets en 3 mois à partir du premier trajet. Très concrètement, c'est facile parce que en vrai, ça correspond à une semaine matin et soir. On covoiture pas matin et soir, mais en fait, en 1 ou 2 semaines, on a fait ces 10 trajets et on va toucher les 100 € de bonus, qui n'est que la partie directe des économies, puisque les vraies économies, c'est ce que vous allez faire dans le temps en ayant pris une nouvelle habitude, en fait. Oui, en plus, chaque passager que je prends dans ma voiture, je continue à toucher la participation aux frais de déplacement, on est d'accord? Exactement, et sur du covoiturage du quotidien, en moyenne, vous allez toucher par trajet 4 à 5 € via vos passagers à chaque fois. Donc là, le bonus, c'est vraiment pour commencer et mettre le pied à l'étrier, en fait. Ça va intéresser tous ceux qui le font de façon très naturelle, sans passer par Blablacar, qui habitent un peu partout en France et qui, entre collègues, déjà... Non, mais là, il faut s'inscrire obligatoirement sur la plateforme. Non, mais c'est ça, c'est que ça va les intéresser, parce que là, du coup, on s'inscrit, on gagne des sous. D'accord. Si on le faisait déjà, on a tout intérêt à s'inscrire pour continuer à le faire, mais gagner de l'argent. Comme ça partout. Moi, j'ai des amis qui vont travailler ensemble depuis des années, en fait. Et est-ce que si je touche ces 100 € pour mes trajets du quotidien, je peux toucher également quand je fais des trajets longue distance?
Oui, complètement. Donc ça va être cumulable, puisque c'est vraiment deux pratiques un petit peu différentes. Les trajets longue distance, assez historiques, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Et c'est des trajets de plusieurs heures. C'est pas la même chose que changer son habitude sur le quotidien. Donc cette prime, elle va être cumulable sur les trajets longue distance. Et là, le paramètre est très légèrement différent, mais très facile à atteindre également, puisqu'il faut faire 3 trajets en moins de 3 mois. Et donc sur des longues distances, 3 trajets, ça correspond à un aller-retour, un week-end pour les voir de la famille. Oui, sur les grandes vacances, 3 trajets, on peut les faire facilement. Ouais. Mais Adrien, tiens, il y a quelque chose et qui on peut cumuler les deux, donc les 100 € dans la semaine, voilà, et les 100 € pour les vacances. Oui, complètement, et ça va être sur toute l'année 2023, pour être très clair sur les périodes. Est-ce que vous avez auprès de Blablacar fait une étude de qui utilisait le plus le service de covoiturage en passant par vous, par exemple, ou pas, que ce soit en région ou que ce soit en métropole, enfin en région, Montpellier c'est en région, mais on va dire en campagne ou dans les grandes villes? Ouais, c'est vraiment très très réparti sur le covoiturage du quotidien, Blablacar Daily. Il y a un chiffre qui est assez parlant, c'est que plus de 80% des trajets sont faits hors Île-de-France, et c'est vraiment partout en France, dans des zones plus ou moins rurales. On a beaucoup de trajets autour de Montpellier, entre Sète, Agde, dans la région de Grenoble, autour de Bordeaux. Donc c'est vraiment très très... En fait, c'est la réalité de là où on a besoin de la voiture, ce qui correspond à l'immense majorité des Français, en fait. Oui, et là, le plan covoiturage, c'est un peu un écho au plan vélo des centres urbains, en fait. Et Adrien, si jamais j'ai une entreprise et que j'aimerais que vous m'aidiez à organiser tout ça, c'est possible aussi avec Blablacar Daily ? Oui, complètement. Donc sur Blablacar Daily, on travaille main dans la main avec les collectivités territoriales et les entreprises. Et donc on a des offres spécifiques. On va venir intervenir en entreprise, principalement pour répondre aux questions des collaborateurs, puisqu'il y a encore plein de questions sur le covoiturage. On vient les aider à passer le pas, se mettre au covoiturage, et après on offre tout ce qui va être de l'animation et de la mesure de est-ce que ça marche ou pas. Parce que t'imagines... L'entreprise, c'est j'essaye, est-ce que mes collaborateurs se mettent à covoiturer et combien ils économisent de CO2 et d'argent tous les ans. Parce que c'est pas si simple que ça de faire rentrer un inconnu ou une inconnue la première fois dans sa voiture. Après, voilà, c'est la rencontre, quoi. Exactement. Alors là, c'est l'intérêt de passer par des plateformes de covoiturage telles que Blablacar ou Blablacar Daily, puisqu'on va vraiment venir vérifier tous les profils de tout le monde, s'assurer que c'est bien. Oui, on a des avis, et on a les avis, et on a toujours le choix d'avec qui on va covoiturer. On va jamais vous imposer de covoiturer avec une personne, c'est toujours je choisis qui je covoiture. C'est un peu normal. C'est normal. C'est un peu normal. Bah, super en tout cas. Merci beaucoup Adrien Taon, donc directeur général de Blablacar Daily, et ça va booster sans doute encore le covoiturage, le fait que l'État mette un petit peu la main à la poche pour nous inciter à partager les voitures. Est-ce que vous êtes prêt à le faire? Vous n'hésitez pas sur la page Facebook à réagir. Est-ce que vous êtes prêt à effectivement à faire du covoiturage pour toucher entre autres ces 100 € et pas que pour faire des belles rencontres humaines? Ça peut être sympa. Hein. C'est un réseau social, la route. Hein. J'ai un de mes grands amis qui s'appelait Pierre. C'est pour ça que ça s'appelle Blablacar d'ailleurs. Et voilà, gros réseau social, la route en général. Allez, à suivre. Tiens, on va rencontrer quelqu'un qu'on aime beaucoup également sur Sud Radio, Dominique Serra, organisatrice entre autres du Rallye des Gazelles, mais pas seulement, Cap Femina aussi, et qui va nous parler des 30 ans du Rallye des Gazelles à travers un très beau livre. À tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous devez être un peu impatient de connaître le nom du gagnant ou de la gagnante de notre sapin de Noël sur Sud Radio dans On parle auto. Mon petit doigt me dit, qui s'appelle Bastien, que nous avons quelqu'un, mais que nous allons l'accueillir d'ici quelques minutes, mais pas tout de suite, car c'est un peu une mère Noël. Grâce à elle, le sport auto et mécanique s'est ouvert aux femmes. Entre autres, c'est notre ami Dominique Serra qui est avec nous sur Sud Radio. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Laurent, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Moi, je vais très bien, très bien. Vous êtes au froid là, il paraît que vous êtes dans une zone froide. Je suis dans le Doubs, oui effectivement. Ouais, dans le Doubs, il fait contrairement au nom du département, dans le Doubs, il fait très froid. En particulier Mout, qui est la ville la plus froide de France. Et là, vous devez être à moins 10, mais par contre, quand vous êtes dans le désert marocain avec les gazelles, il fait beaucoup plus chaud. Et il fait plus chaud, de temps en temps il fait un petit peu froid quand même la nuit. Mais il fait meilleur, et plus doux. Dominique, 30 ans. 30 ans, alors ça s'appelait avant le Trophée des Gazelles, c'est devenu le Rallye des Gazelles. Et pourquoi avoir fait, alors déjà, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que le Rallye des Gazelles dans l'esprit de la compétition? Alors, ça fait 3 décennies qu'on emmène, et là on en a amené exactement 9718 femmes. Voilà. Ah oui, vous les avez toutes ramenées? On les a toutes ramenées. Bon, ça c'est important. Pas une n'est restée. Et en tout cas, elles sont venues vivre effectivement quelque chose qui n'était pas fait pour elles il y a déjà 3 décennies.
c'est-à-dire vivre une aventure juste avec une carte et une boussole et des coordonnées géographiques et vivre une aventure comme l'était le Dakar. Et pas de téléphone portable, pas de GPS, rien. Pas de téléphone portable, pas de GPS et pas de vitesse, puisque le critère de plateforme n'est pas la vitesse. Et vous en avez fait un livre, 30 ans d'histoire, le livre Saga des gazelles. Exactement, 2,8 kg, 1 millier de photos. Ah ouais. 1 millier de photos. Ouais. C'est pas cool pour le Père Noël. C'est pas cool pour le Père Noël, mais le Père Noël existe aussi, puisque les ventes de ce bouquin, enfin de ce livre qui commence là en même temps, seront reversées intégralement à une association qui s'appelle la Mie de Pain, et qui aide les personnes en difficulté, en précarité à avoir un réveillon de Noël. Ah, c'est super, c'est mignon. J'imagine déjà que toutes les participantes vont vouloir avoir acheté le bouquin, donc ça fait déjà combien vous avez dit, 9 000, 8 000 9 700. Et il y a 30 ans d'histoire, il y a des histoires croustillantes, des histoires humaines, des histoires de changement de vie, parce que c'est ça aussi le rallye des gazelles. Oui, c'est ça aussi. Si tu veux, c'était un terrain d'expression, puis c'est aussi, on se révèle dans l'événement, on arrive, on est fier de soi, on explose, si tu veux, personnellement, dans le sens où on sait de quoi on est capable après, et toutes les difficultés qu'on a vécues pendant cette épreuve, eh bien, plus rien ne vient faire obstacle à ce que nous sommes, à ce que l'on est en tout cas, et ce que l'on a envie de faire après. Et puis ne pas oublier non plus que les hommes, les enfants, les familles se regroupent autour de leur exploit, et ça change beaucoup, ça fédère beaucoup. Ouais, moi, pour l'avoir vécu avec vous, Dominique, j'ai vu un changement entre les filles qu'il y a au début du rallye, pour celles qui l'avaient encore jamais fait, et les filles qui se retrouvent à l'arrivée. Elles ont changé. Elles ont changé en relativement peu de temps, mais elles ont changé, elles arrivent à se dépasser, et c'est des femmes nouvelles. Tout à fait, et on voit beaucoup de managers dire aux gazelles, justement, maintenant tu es capable de faire autre chose, alors écoute, on va te donner un autre poste, ça aide dans tous les sens du terme à se révéler, et tu sais, c'est un moteur, moi je dis que c'est un moteur du changement, et que ça donne de la force aux femmes et aux droits des femmes. Il y aura évidemment un millésime 2023. C'est quand ? Eh bien, c'est mars 2023. Il y a 190 équipages qui sont déjà inscrits. On est complet. On a une liste d'attente. On a déjà démarré 2024. Et ça aussi, c'est fabuleux. Une catégorie électrique. Dans le désert, on se branche où? Tu te branches où? Justement, tu sais, c'est un gazelle. C'est un véritable laboratoire, le rallye. Et on a cette catégorie électrique depuis 7 ans maintenant, que l'on fait grandir, et avec lequel on travaille sur toute la partie innovation et recherche. Donc c'est ça aussi qui est intéressant. Dominique, pour conclure, le livre 30 ans d'histoire, le livre Saga des gazelles et par Dominique Serra et tous celles qui ont vécu cette aventure, on le trouve où? Tu le trouves sur le site internet du rallye, tu peux le commander en direct sur la boutique. 42 €, c'est même pas très cher. Vu le au poids, c'est pas très cher finalement. Les photos, les histoires, c'est magnifique quoi. Et voilà. Et donc c'est 42 €. Si au bout de pour 100 € en tout cas, moi je fais participer 3 personnes en précarité à un repas de Noël. Oh, c'est génial. Donc, bravo. Chaque fois que c'est 100 €, ça pour 2 livres, il y a 3 repas. Ah, c'est génial, bravo. On vous adore, Dominique. Merci, Dominique. Une petite promesse que j'aimerais bien que vous nous fassiez, Dominique, c'est qu'en 2023, vous passiez directement dans les studios et pour l'émission On parle auto avec nous. 2023, on part toujours de Nice, le 4 mars. Mais vous viendrez en parler avant? Et voilà, on viendra en parler avant. Et puis, nous, on ira à Nice. Pourquoi elle ne veut pas qu'on aille à Nice, Laurence? Mais pourquoi vous ne faites pas une émission de Sud Radio en direct du bivouac, tous les deux, là? Attention, on est capable de dire oui. Moi je dis oui tout de suite. Dites-moi oui tout de suite, comme ça Jean-Luc, tu viendras voir la différence de ce que tu as vécu. Oui, parce que moi je l'ai vécu il y a 20 ans. Alors, donc, voilà. Donc, on en reparle, parce que ça va demander une organisation, mais on est hyper partant, évidemment, Dominique. On fait un super direct au bivouac, et tu te fais un radio bivouac au sur radio. C'est ça. Au Maroc. Je vais ressortir ma perruque et mes faux seins pour être vraiment raccord. Non mais c'est bon, c'est moi qui conduis. Jean-Luc, faut pas le dire. Non mais Jean-Luc fait le reporter et moi je fais le conducteur. Voilà, c'est moi la fille là. Voilà. On vous embrasse, bon week-end et bonne fête. Merci Dominique, à bientôt. Bonne fête à tous. Salut Dominique Serra qui revient bien sûr avec ce magnifique livre sur les 30 ans des gazelles. C'est un très beau livre, allez-y, offrez-le et offrez-le-vous-le puisque les bénéfices servent à offrir des repas aux plus démunis pour ces fêtes de fin d'année.
Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir ? Et vous allez pouvoir trouver le livre sur le site du rallye Achat des Gazelles. Quelle auto choisir ? Salut Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment ça va ? Salut Jean-Luc. Merci d'avoir sélectionné mon appel. Vous appelez d'où ? Je suis dans le Var, on s'était parlé il y a quelques semaines au sujet du prix de l'éthanol. Ah. Donc alors maintenant, ça y est, vous voulez acheter un véhicule ? En fait, j'ai déjà une Swift avec un kit depuis une année. Oui, d'accord. Ça marche très bien, il n'y a pas de problème. Le problème, la difficulté pour moi, c'est que la Swift a un coffre taille poupée. C'est quelle génération que vous avez ? La dernière ou un modèle ? Elle est de 2016, c'est l'avant-dernière. Ah oui, d'accord. Et donc, oui, effectivement, il y a un tout petit coffre. Voilà, et dans le passé, j'ai toujours des voitures familiales petites. La dernière, c'était une Capture, avant c'était une Mégane. Et là, la Swift, je trouve que c'est un petit peu comme une erreur de casting, quoi. D'accord. Donc vous voulez quelque chose de plus grand pour avoir un coffre plus grand et qui soit adaptable à l'éthanol également. Oui, c'est ça, parce que celle-là, certains commentaires disent que c'est la voiture parfaite pour madame qui va chercher des enfants, faire les courses. Et je trouve que c'est la réalité, quoi. Quand vous partez pour plusieurs centaines de kilomètres, je me trouve tout petit sur l'autoroute. Voilà. Alors c'est quoi votre budget ? Alors, j'ai progressivement augmenté ce que j'ai envisagé d'y consacrer. Je serai actuellement à partir de 16 jusqu'à 18, 19 000. D'accord. Et vous avez vu des choses qui vous plaisent ? Oui, alors à l'origine, j'ai lorgné un petit peu sur la dernière Capture avec le moteur 1,3 litre. Vous m'avez mis des réserves sur ça. Oui, enfin bon, ça marche à l'éthanol, même sans boîtier. Et puis, on peut installer, c'est Biomotors fait un boîtier qui monte sur le 1,3 litre TCE. Je crois que c'est le seul fabricant de boîtier aujourd'hui qui équipe ce moteur Renault. Donc vous pouvez, en achetant un modèle d'occasion, l'équiper avec un boîtier. Il faut regarder dans votre région s'il y a encore des aides d'ailleurs, parce qu'il y a certaines aides qui peuvent être accordées, ce qui permet de compenser un petit peu le surcoût du boîtier. Mais sinon, avec le budget que vous avez là, entre 16 et 18 000, vous avez regardé les Dacia ? Ah oui. Oui, alors je me suis intéressé effectivement à la Dacia Duster en version non plus éthanol mais GPL. L'avantage du GPL, c'est qu'on le trouve à l'étranger. J'étais cet été en Italie et avec l'éthanol, ça marche, il n'y en a pas. Et même en Corse, il n'y a pas d'éthanol. Donc j'ai trouvé cet avantage au GPL. Ma question lorsque je vous ai contacté, c'était de savoir, j'avais eu un Duster en location il y a quelques années, donc l'ancien modèle. Ah non, mais ça, non, ça a changé. Entre le Duster il y a quelques années et le nouveau Duster maintenant, d'abord il est beaucoup plus silencieux, il est encore plus confortable, franchement, il a bien progressé sur tous les points. Moi, le Duster, je vais le dire, c'est un de mes véhicules préférés parce que c'est pour le prix. C'est absolument sans concurrence. Là, en plus, vous prenez une version, vous prenez le moteur Eco G100, qui est un 3 cylindres, qui développe 100 chevaux, qui marche au GPL et qui, en plus, alors je ne vous l'ai pas dit, mais qui peut supporter de l'éthanol. Donc vous gagnez sur absolument tous les tableaux. Vous mettez du GPL quand le GPL est moins cher, c'est le cas en ce moment, vous mettez de l'éthanol le jour où l'éthanol est moins cher. Donc vous voulez dire de l'éthanol à 50% par exemple ? Non, même pas. C'est un moteur qui a été conçu, je vais le répéter encore une fois, c'est un moteur qui a été conçu dès le départ pour tourner à l'éthanol. Il n'est pas homologué pour rouler à l'éthanol, parce qu'il faudrait un système de dépollution à froid qui permettent de passer l'homologation, ce qui n'est pas le cas, mais c'est un moteur qui a été conçu dès le départ. Donc lui, il ne souffrira pas, comme je le dis plusieurs fois, c'est plus les pompes à essence, les circuits d'alimentation. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, mais j'en parlais cette semaine avec le gérant de Biomotors qui me disait on n'a pas de retour en fait sur des pannes qui sont liées au circuit d'alimentation. Donc en clair, pour l'instant, ils ont assez peu de retour sur les pannes de pompes à essence, sur les pannes d'injecteurs, etc. Alors, du coup, donc, pour moi, deux choix, soit un Duster avec ce moteur Eco G100, soit un Jogger avec le même moteur. Le Jogger, c'est bien. Alors, si vous allez en Corse, j'ai cru comprendre que vous alliez en Corse, c'est peut-être mieux d'avoir un SUV parce qu'il y a des routes qui sont... Côté SUV, je m'étais intéressé, pour rester chez Suzuki, je m'étais intéressé au SX4 S-Cross. Au S-Cross, oui. Et là, donc, il y a... Mais par contre, ça risque d'être un peu plus haut en budget,
Oui, ceci dit, j'ai souvent acheté des voitures en Allemagne et là j'en ai trouvé à moins de 20 000 dans les années 2019-2020. D'accord. Qu'est-ce qu'on dit ? Bah ouais, mais alors le truc, prendre un modèle 2020 avec le moteur 1,4 litre booster jet qui fait 129 chevaux, c'est mieux, parce que ce moteur, il consomme moins, mais c'est plus 20 000 euros comme budget. Bon, bah voilà. Bon, bah écoutez, on va vous laisser faire votre choix maintenant, Jean-Luc. Malheureusement, on est obligé de couper la chic. Voilà. Bon, S-Cross, c'est bien aussi, hein. Ouais, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Ben voilà, c'est la fin de l'émission. Et puis on a encore plein de choses à faire. On a, un cadeau. Bah oui, voilà. Un cadeau. Un cadeau. Bon, Jean-Luc, désolé de vous avoir coupé la chic comme ça. Non, mais le cadeau, vous me le donnez, et puis voilà, comme ça on gagne du temps. Non, vous allez dire ça à Sybille, qu'on accueille tout de suite sur l'antenne de Sud Radio au 0826 300 300. Salut Sybille. Coucou. Bonjour Sybille. Bonjour Sybille. Ça va, très bien, merci. Le grand sapin de Noël Sud Radio, c'est maintenant. Alors c'est le moment pour vous d'ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio. Sybille, vous habitez où ? J'habite dans le Gard. Très bien, vous êtes où dans le Gard ? Alors j'habite Ribotte-les-Tavernes, à côté d'Alès. Ah, très très bien. Alès, où il fait souvent très très chaud l'été, à côté de Nîmes. Voilà, vous êtes le 6e appel. Derrière ce chiffre, attention, regardez bien, qu'est-ce que vous allez gagner ? On regarde ensemble, on ouvre le paquet. Oh, mais il s'agit, écoutez bien Sybille, la chance que vous avez, j'en rêve en ce moment. Un soin corps et visage dans l'Institut Guinaud Maricorps, c'est d'une valeur de 120 €. C'est quand même un gros soin. Hein. C'est un gros soin qu'on vous offre. On va vous faire passer tout ça et puis vous irez dans l'Institut Guinaud Maricorps le plus proche de chez vous pour en profiter. Merci beaucoup à tout le monde. Et ben merci à vous surtout d'être avec nous sur Sud Radio. On vous embrasse très très fort. Moi aussi, et passez de bonnes fêtes. Bonne fête à vous, Sybille. Et toute l'équipe de On Parle Auto et de Sud Radio va donner maintenant la parole aux sportifs. Vous avez 20 secondes, l'ami Quentin. Gros programme cet après-midi et demain. Exactement, avec énormément de Coupe d'Europe aujourd'hui. Ça va démarrer dès 14h avec Édimbourg-Castres. Ensuite, on aura en multi Lyon-Saracens et Leicester-Clermont. Il y aura ensuite ce soir Montpellier contre les Ospreys. On aura un invité exceptionnel aussi, Vincent Clerc, qui sera là. Et puis demain, à ne pas rater, évidemment, à 16h. À 20h30, Vincent. Bah je reviens. Voilà, Vincent Clerc qui sera là. Donc, et puis, évidemment, le rendez-vous à ne pas manquer, c'est demain, 16h, la finale de la Coupe du Monde. Ce sera en direct sur Sud Radio et en intégralité. Allez, tous derrière les bleus. Et bien la semaine prochaine, nous aussi, on sera là. Oui, aussi, mais nous, on sera là en direct. On sera en direct. On fêtera la dernière journée avant Noël avec vous, la journée du réveillon. Allez, on vous embrasse fort. Salut l'ami Jean-Luc, salut Bastien à la Réal, salut Aude au Standard. Et les programmes continuent bien sûr sur Sud Radio. Sud Radio, on parle auto. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.